Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième rencontre des plans régionaux des milieux hydriques et humides de l'Estrie. Mon nom est Donald Dubuc de l'Observatoire estrien du développement des communautés et je suis bien heureux d'être votre hôte aujourd'hui pour cette troisième et finale rencontre au niveau de la démarche régionale. Donc aujourd'hui, nous allons fonctionner, c'est une journée d'échange, d'information et d'échange. Et aussi, dans la deuxième partie de la rencontre, justement, on va vous inviter à contribuer justement à votre perspective sur là où on s'en va. Donc, notre fonctionnement aujourd'hui, vous allez voir, les micros sont désactivés. Advenant qu'on a besoin vous ayez besoin d'intervenir, on va le réactiver nous-mêmes. Si vous avez des questions en cours de route, des commentaires, utilisez la messagerie. On a des gens qui gardent un œil dessus, là, donc quand va venir le temps, ça va être là qu'on va aller puiser les questions et les commentaires. Si jamais vous avez besoin de support technique, est-ce que nos responsables du support technique pourraient juste peut-être mettre leurs coordonnées, courriel dans la messagerie, comme ça, devenant que quelqu'un a un petit problème, là, il pourrait le contacter via la messagerie. Et parfait. Écoutez, je ne crois pas qu'on ait personne sur un téléphone, mais advenant qu'il y ait quelqu'un sur un téléphone et que vous m'entendez de votre téléphone, pour faire basculer, lever la main, c'est étoile 9. Donc, advenant là, que vous ayez quelque chose à contribuer, là, on pourra fonctionner de cette façon-là. Et pour le télégraphe, ben, c'est une technologie qui est maintenant en 18, donc j'imagine qu'il n'y a personne qui est là-dessus en ce moment. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais passer le mot à M. Philippe Lebel pour l'accueil à cette troisième rencontre. Merci beaucoup, Donald. Je vais cesser le partage d'écran pour tous vous voir le plus possible. Je vois qu'il y a déjà plusieurs visages là, présents à cette rencontre. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Lebel, je suis directeur d'aménagement du territoire à la MRC des Sources. Donc, la MRC des Sources est portée avec toutes les MRC de l'Estrie, porteuses d'une entente interrégionale là, pour ce qui était d'élaborer les premières étapes du plan régional milieu humide et hydrique de l'Estrie. Donc, c'est au nom des MRC de toute l'Estrie que je vous remercie d'être présent à ce troisième et dernier atelier. Aujourd'hui, ça va être la présentation du fruit d'un travail acharné de toutes les MRC et aussi de nos partenaires, là, le COGESAF, entre autres, là, qui a fait une très belle coordination avec Mme Catherine Frézol et aussi son équipe pour nous accompagner dans cette démarche-là. Donc, fruit de travail de près de 18 mois. Je rappelle, l'objectif là, du premier atelier, c'était vraiment de vous lancer la démarche. Donc, pour vous mobiliser, vous, les partenaires régionaux de cette démarche-là. Visiblement, je pense que ça a fonctionné en voyant la participation aujourd'hui. Donc, pour l'objectif de la première rencontre, c'était une réussite. Au deuxième atelier, je vous rappelle, c'était présentation des méthodes qu'on souhaitait utiliser, puis on voulait avoir vos commentaires pour améliorer cette méthode-là, pour obtenir un portrait, un diagnostic d'ensemble de nos milieux humides en Estrie. Avec vos commentaires, on a pu bonifier toutes nos méthodes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on vient vous faire, c'est un peu vous dévoiler les résultats. Encore une fois, c'est sûr que on a un bloc de 3 heures. On va vous faire participer aussi. On a des présentations. C'est assez court pour présenter un fruit d'un travail de 18 mois, mais on est très fiers de quand même vous présenter tout ça. Et c'est vraiment pas la fin de la démarche parce qu'on va continuer chacune de nos MRC à reprendre ce portrait-là puis à le travailler pour aller tranquillement vers nos plans régionaux qui vont se faire à l'échelle de chacune de nos MRC. Donc, aujourd'hui, les objectifs plus détaillés, on va vous présenter la méthode aussi du volet hydrique, donc pour ce qui est des cours d'eau. On vous avait présenté là, une idée qu'on avait en arrière de la tête là, pour faire la priorisation de nos cours d'eau. Il va y avoir cette présentation-là qui va être donnée par Silvio Demers. Il va aussi avoir la présentation, bien sûr, des résultats pour les milieux humides et aussi l'arbre décisionnel qu'on a bâti avec vous là, lors du deuxième atelier. Donc, on a pu bonifier. On va pouvoir vous présenter le tout aujourd'hui. Il va aussi avoir l'autre outil, là, celui qui va être utilisé plutôt pour les démarches locales, mais on va pouvoir vous préciser le tout ensuite. Donc, aussi, l'objectif, c'est vraiment de bien distinguer de ce qui s'est fait au régional, de ce qui va se faire aussi dans chacune de nos MRC, pour ensuite avoir chacun dans nos MRC nos plans régionaux. On souhaite aussi aujourd'hui vous faire participer, prendre le pouls des parties prenantes là, de l'Estrie
Vous consultez au sujet des différentes stratégies qui pourraient être prises de conservation des milieux humides, mais conservation au sens large. Là, donc, il va y avoir aussi, bien sûr, tous les volets d'utilisation durable, planification du territoire et restauration, création de milieux humides. Donc, vous prendre un peu le pouls là, par rapport aux stratégies qu'on pourrait prendre. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Donald qui va continuer l'animation, mais encore une fois, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Je m'apprête à passer la parole à Monsieur Silvio Demers, hydrogéomorphologue, pour un premier bloc d'informations sur les milieux hydriques. Donc, Silvio, je vous invite à prendre la parole. Allô tout le monde, bon matin. Je vais vous partager ma présentation, ce ne sera pas trop long. Est-ce que vous voyez ça? Super, donc merci Donald pour l'introduction. Ça a été dit, mon nom c'est Silvio, je suis géomorphologue de formation et je travaille à la firme Rivière. J'ai été amené à développer ou à réfléchir, du moins à une approche pour intégrer les milieux hydriques dans le PRMHH. J'ai fait ça avec David Leclerc, qui est au bureau d'écologie appliquée, qui lui est géomaticien, et c'est lui qui a mis en œuvre cette approche-là. Il a travaillé jusqu'à hier soir tard pour vous générer des résultats qu'on va vous présenter ce matin. Donc, pour le recul, il n'y en aura pas toujours beaucoup, là, mais ça va vous donner une idée de là où on est rendu. OK, donc l'essence de la démarche, bref rappel, je suis pas mal certain que vous êtes familier, là, mais l'idée, c'est d'harmoniser la planification du territoire avec une meilleure connaissance des milieux hydriques, notamment d'avoir une idée de leurs valeurs, ce que je vais appeler leurs valeurs écologiques ou leurs valeurs socio-économiques, de façon à ce qu'on puisse adéquatement le préserver ou même le restaurer. Dans les mots du ministère de l'Environnement, l'objectif, c'est zéro perte nette. Donc, on tient à préserver un bilan environnemental équilibré sur le long terme, par des moyens de gestion qu'on ne discutera pas ce matin. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est discuter des sites d'intérêt. Donc, ça passe par l'identification de 3 types de sites d'intérêt, donc que je vais vous détailler par la suite. Avec cette idée, donc, on va essayer soit les préserver ou soit les restaurer. Mais avant, on va parler des critères. Donc, c'est quoi les critères qui nous amènent à dire qu'un site est plus intéressant qu'un autre? C'est un peu ça que je vais vous présenter ce matin avec des exemples des résultats à l'échelle de l'Estrie. Puis, c'est des cours d'eau qui sont souvent sans nom, donc il n'y aura pas trop de litiges qu'on va aborder ce matin. Là. Donc, quels sont ces critères? Il y en a 2 grands types. Je vais vous familiariser avec le premier, donc celui qui est basé sur les fonctions écologiques, qui sont l'effet finalement d'un milieu hydrique qui peuvent se transposer par des bénéfices concrets à la collectivité. On parle de régulation en eau, régulation des polluants, de biodiversité. Donc, ça, c'est un grand type de critère qui est celui qui est suggéré par le ministère de l'Environnement. Et il y en a un deuxième qui est l'indice de qualité morphologique qui représente l'état de nos milieux hydriques, donc l'impact que l'humain a sur le fonctionnement du milieu hydrique et qui se transpose éventuellement par une altération de la capacité de ces milieux-là à nous fournir des services écologiques. Donc, vous voyez ici qu'on capture finalement l'ensemble des interactions entre l'humain et son environnement. Ça nous permet de saisir de quelle façon la planification du territoire est susceptible d'avoir des impacts sur la capacité du système à nous fournir des services écologiques. Donc, je débute par l'indice de qualité morphologique qui, à mon sens, est le nouveau couteau suisse de la gestion de cours d'eau. Donc, il y a plusieurs façons de se servir de cette connaissance-là. Puis c'est tout simplement une mesure adéquate et rigoureuse de la façon avec laquelle nos actions ont des impacts sur le milieu naturel et plus spécifiquement ici pour le milieu hydrique. Là, je prends pour exemple l'entretien de cours d'eau. On est familier avec cette pratique au Québec. Ici, ce n'est pas pour faire le procès de ce type d'intervention, c'est tout simplement pour vous illustrer de quelle façon un géomorphologue voit les impacts associés à ce genre de pratique-là. Donc, je pense que tout le monde, on devine ce que c'est. Mécaniquement, c'est le retrait du fond du cours d'eau. Et donc, on envisage assez rapidement directement les conséquences pour la biodiversité. Mais du point de vue du géomorphologue, les impacts sont plus profonds au sens où on modifie le calibre du chenal. Et à ce moment-là, on concentre l'ensemble des écoulements à l'intérieur d'un conduit qui sert à drainer efficacement l'eau, mais qui brise en même temps la connectivité avec la plaine inondable. Et on se trouve à atrophier finalement l'espace hydrique. Donc, on vient atrophier les plaines inondables. Et on
on modifie à ce moment-là, où on a une perte significative au niveau de la capacité du milieu à fournir des services écologiques. Donc ça, ça nous prend donc un outil qui prend la pleine mesure des impacts associés à nos interventions, puis c'est ce que l'indice de qualité morphologique nous apporte. Un deuxième exemple, c'est la stabilisation de berge qui est perçue de façon relativement positive dans la gestion de cours d'eau, en particulier le génie végétal qui est perçu comme une approche douce pour la stabilisation, donc qui amène à limiter les apports en sédiments. Or, le point de vue du géomorphologue, encore une fois, est celui que les apports en sédiments grossiers, notamment, sont essentiels, ils ne sont pas juste normaux, ils sont essentiels pour la préservation des milieux hydriques. Ça fait référence au concept d'équilibre. En réalité, les apports en sédiments permettent de préserver un équilibre dans un système. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre? C'est un cours d'eau qui est capable de faire transiter sa charge en sédiments, pas plus, pas moins. Donc, Laurent de Lavoisier, comme il nous aurait expliqué ça, il aurait dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transporte dans les milieux hydriques ». OK, donc on transporte des sédiments, mais il faut qu'ils soient compensés par des apports en sédiments, n'est-ce pas? Si on a un transport de sédiments qui se fait, mais qu'on n'a aucun apport pour venir le compenser, on a un déficit qui s'installe. On a un calibre de notre cours d'eau qui s'agrandit dû à l'érosion verticale. Et à ce moment-là, on a les mêmes effets qu'un dragage, de par la limitation en sédiments dans notre environnement. Donc, on a besoin d'outils qui sont capables de prendre cette mesure-là des impacts qu'on a sur le milieu et qui sont capables aussi d'intégrer les impacts associés à des échelles spatiales plus larges comme celle du bassin versant. Donc, c'est là qu'intervient l'indice de qualité morphologique. C'est une manière objective de considérer les impacts sur le milieu et ça nous permet de positionner, à partir d'un ensemble de critères, le niveau d'altération d'origine anthropique d'un cours d'eau. Vous avez deux exemples ici. On peut se demander lequel des deux a le meilleur score. À partir de l'EQM, on a une série de critères qui nous amènent à être capable de dire, bon, entre 0 et 1, où est-ce que ça se situe? Je vous montrerai les résultats plus tard. Un aperçu des 28 indicateurs de l'indice de qualité morphologique. Il y en a, bon, ça se répartit en 3 catégories. On va parler de la morphologie du cours d'eau, mais aussi de son fonctionnement, donc la façon avec laquelle on altère son comportement et son dynamisme. Et on va même intégrer là-dedans des indicateurs qui parlent de la modification des flux hydrosédimentaires qui sont déterminés à quelque part à l'échelle du bassin versant. Donc, un petit visuel de ces 28 indicateurs-là. Je ne vous les nommerai pas individuellement, là, je vous fais un bref survol. Vous avez ici un cours d'eau qui est endigué, bétonné. L'écoulement est concentré dans le chenal et il est stable dans le temps. Donc, une première chose qu'on pourrait vouloir le faire, parce que moi, c'est la première chose que je voudrais faire avec ce cours d'eau, c'est le désendiguer, puis lui donner un calibre qui permet un épanchement des écoulements à l'intérieur de la plaine inondable, qu'on puisse récupérer les superficies initiales du milieu hydrique. Évidemment, on voudrait récupérer aussi la morphologie du cours d'eau, autant dans le chenal que dans la plaine inondable, la végétation riveraine, la présence de bois dans le cours d'eau, mais surtout son comportement dans le temps, qui fluctue et qui évolue en fonction des apports en eau et en sédiments, qui, eux, sont déterminés par la dynamique à l'échelle du bassin versant. Donc, un outil extrêmement exhaustif qui prend la pleine mesure des impacts qu'on a sur les milieux hydriques. 5 raisons et demie d'en faire votre couteau de poche pour la gestion de cours d'eau. C'est un outil pédagogique, un outil diagnostique, un outil de suivi pour prendre la mesure des impacts, autant positifs par la restauration de cours d'eau que négatifs par des projets de développement. C'est un outil de planification territoriale, c'est celui-là qui nous intéresse dans le cadre du PRMHH. C'est un outil de conception et d'encadrement réglementaire, puis c'est aussi un outil de communication. Donc, ça nous permet de tous s'entendre sur ce que c'est qu'un cours d'eau. Donc, on a 28 balises désormais qui nous permettent de dire, OK, c'est ça un cours d'eau. OK, normal, c'est ça un cours d'eau naturel, c'est ça un cours d'eau qui est fonctionnel. Donc, voici la réponse à notre petite question de départ. Lequel de ces deux cours d'eau était le plus intègre, le plus apte aussi à nous fournir des fonctions écologiques? Ben, c'était celui à gauche, avec de l'érosion et du bois mort qui tombe dans le cours d'eau, alors que celui de droite, ben, il n'y a pas cette capacité-là à s'ajuster en fonction de l'eau qui coule. D'ailleurs, on ne voit pas l'eau, hein, elle s'écoule à travers les gros blocs, à travers les interstices. Donc, on a maintenant un outil qui nous permet de prendre, de positionner la qualité de nos cours d'eau sur une échelle de 0 à 1. Ça, c'est un outil pédagogique. Donc, premièrement, un exemple aussi au niveau de la conception et de l'encadrement réglementaire, on est capable de justifier la pertinence de certaines actions en milieu hydrique, comme la conception de cours d'eau à 2 niveaux. Donc, on a un cours d'eau ici à un seul chenal, dont l'indice de qualité morphologique est à peu près à 40 %. Donc, on voit qu'avec un cours d'eau à 2 niveaux, on a un score qui est un peu mieux.
Et donc, ça nous permet, dans le cadre du RAFI, là, où on nous dit, OK, on peut faire une autorisation générale lorsqu'on respecte, lorsque les actions qu'on projette de faire permettent de rétablir les fonctions écologiques, bien, ça devient un vocabulaire que vous pouvez utiliser pour discuter avec le ministère, pour dire, bien, effectivement, ce qu'on vous propose, c'est pertinent, considérant qu'on a un indice de qualité morphologique qui est relativement meilleur que les pratiques conventionnelles. Donc, ça permet pour vous de faire une argumentation au niveau de la conception de ce que vous proposez, mais aussi au ministère de pouvoir faire un encadrement réglementaire qui est adéquat. Donc, on a tous les deux le même vocabulaire. Ça permet de faciliter les échanges dans le processus, donc pour faire accepter les différents projets en milieu hydrique. Donc, dans le cadre de la démarche du PRMHH, bon, évidemment, là, il y a deux façons avec lesquelles on va s'en servir. C'est de déterminer un cours d'eau s'il est intègre. À ce moment-là, on va se contenter de le conserver. S'il est dégradé, bien, ça nous amène à la possibilité de le restaurer. C'est une première information. Puis l'autre, c'est de dire qu'un cours d'eau qui est plus intègre a une plus grande capacité, donc à nous fournir des services écologiques, et par conséquent, ils deviennent des sites d'intérêt. Mais pour le mettre en pratique, 28 indicateurs, c'est trop... En fait, c'est impossible à l'échelle de l'Estrie. Donc, on a 20 000 segments qu'on voudrait caractériser. Donc, c'est des segments de cours d'eau qui ont été définis par le ministère de l'Environnement. C'est les unités écologiques aquatiques qui ont été segmentées. Donc, chaque segment est homogène d'un point de vue de la morphologie de son fonctionnement. Et on caractérise l'état du cours d'eau à partir de 4 indicateurs plutôt que 28. Ces 4 indicateurs sont une forme de proxy, c'est-à-dire qu'ils nous amènent dans des environnements qui sont susceptibles d'être dégradés, c'est-à-dire des environnements où on est susceptible de rencontrer des cours d'eau qui sont dégradés. Et ce qu'on observe, c'est des résultats similaires, donc pour l'IQM4, à 4 indicateurs, à ce qui nous aurait été, à ce qu'on aurait obtenu avec un IQM à 28 indicateurs. Donc, ça nous donne une mesure approximative là, de l'état des cours d'eau à l'échelle de l'Estrie. Ça peut ne pas paraître impressionnant, là, mais c'est vraiment hot d'avoir 20 000 segments avec un indice de qualité morphologique entre 0 et 1. Ouais, décidément. Donc, vous voyez ici les résultats là, entre 0 et 10 là, les plus faibles, à 1 qui sont intègres. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est très bleu. Donc, la plupart des cours d'eau en Estrie sont de bonne qualité, donc sont relativement intègres. Mais on devine déjà là, ceux qui sont possiblement altérés sur le territoire, puis on en a donc une mesure assez exhaustive dans ce cas-ci. OK, voilà pour l'indice de qualité morphologique. Le deuxième concept à retenir, c'est celui de service écologique. Cette idée que le milieu hydrique amène à différentes fonctions qui se transposent par des bénéfices concrets à la collectivité. Et on veut préserver, possiblement en priorité, ces environnements-là qui servent directement parce qu'on a des besoins d'un point de vue récréatif, d'un point de vue d'alimentation en eau potable, par exemple. Et donc, on veut déterminer ces sites qui contribuent directement, de par leur fonctionnement, à différents types de services écologiques. Il y en a 5 qui ont été identifiés: la régulation hydrologique, régulation des polluants, la biodiversité, l'approvisionnement en eau potable et des services de type culturel. Donc, il y a ces deux grandes composantes qui apparaissent dans le concept de service écologique. Les propriétés du milieu hydrique, de par ses caractéristiques, qu'est-ce qui est capable de nous apporter. Et l'autre, c'est la demande, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis les sites particulièrement intéressants, c'est là où il y a une grande capacité, puis en plus, on a beaucoup de besoins. Donc, une petite description ici de 3 services écologiques. Le premier, la régulation hydrologique. Ce qu'on entend par là, c'est la capacité du milieu à atténuer les pics de crue. Si Horacio Arruda vous l'aurait expliqué, ce qu'il aurait dit, c'est qu'on voudrait aplatir la courbe du régime hydrologique. Exactement, Philippe, c'est ça qu'on veut faire. On veut l'aplatir pour écréter les pics de crue puis étaler la réponse hydrologique sur le long terme pour augmenter la durée de temps où on a un accès finalement à l'eau. Donc, ça sert de différentes façons. C'est pour la protection contre les inondations, mais aussi l'approvisionnement en eau potable. Un autre type de fonction écologique ou de service, c'est la capacité à filtrer les polluants, donc soit en les interceptant, donc ils ne rentrent pas dans le milieu hydrique. S'ils rentrent dans le milieu hydrique, c'est cette capacité-là de les stocker ou de les transformer d'un point de vue biogéochimique. Donc, utile pour qu'on puisse autoréguler de façon naturelle la qualité de l'eau. Et une autre capacité, c'est celle de fournir un habitat, donc d'avoir une complexité et un fonctionnement qui nous amène à plusieurs niches écologiques qui peuvent être utilisées par les espèces aquatiques ou semi-aquatiques. Donc, ça nous amène à nous poser la question, c'est quoi les cours d'eau qui ont ces plus grandes capacités donc, à avoir un rôle ou un effet sur ces fonctions écologiques-là? Est-ce que c'est A, B
ou C. Là, je ne ferai pas de sondage, mais vous pouvez donc vous donner une réponse mentalement. Lequel de ces trois est le plus efficace, puis lequel, finalement, voudrait le plus préserver. Donc, les séries de critères qui ont été définies, il y en a 5. On a la naturalité en rive au niveau de la végétation, la taille du cours d'eau, ça a un impact aussi, la présence de milieux humides riverains, la sinuosité et la présence d'une plaine inondable. Donc, on attribue des scores entre 0 et 3 selon les caractéristiques au niveau de ces 5 indicateurs. On fait tout simplement les compiler, puis ceux qui ont les scores maximum, c'est eux qui, finalement, sont jugés avoir une plus grande capacité à fournir des services écologiques. Je n'ai pas la réponse. Je reviens en arrière. Là, le meilleur, c'est B. Okay? C'est lui qui a plus de milieux humides riverains en particulier, une plus grande complexité de façon générale. Donc, c'est ceux-là qui ont finalement cette capacité-là à nous fournir des services écologiques, autant pour la régulation hydrologique, régulation des polluants que la biodiversité. Donc, ça nous amène à notre premier type de site d'intérêt qui est basé sur l'offre, c'est-à-dire les caractéristiques du milieu hydrique. Et là, vous voyez les deux critères, c'est ce qu'on a discuté, donc les éléments de capacité, mais aussi la qualité des cours d'eau. Donc, ça prend les deux. Et ça se traduit par une valeur écologique. Encore une fois, 20 000 segments avec lesquels vous avez des valeurs de capacité. Puis ça, c'est des résultats qui sont sortis ce matin. Donc, je ne peux pas vous les commenter tant que ça. Sinon que, moi, ce que je vois, c'est une concentration dans le Haut-Saint-François. Donc, le Haut-Saint-François, c'est comme s'il était doté de cours d'eau qui ont plus de potentiel à fournir des services écologiques. Ça ne veut pas dire qu'on en profite dans le Haut-Saint-François. Ça veut juste dire qu'il y a ce potentiel-là qui peut être exploité. Plus particulièrement, là, le site qui est ressorti, c'est celui-là, je ne saurais pas le nommer, là, mais il est près de Sawyerville. Donc, il y a effectivement là, toutes les caractéristiques qu'on peut juger comme étant d'intérêt d'un point de vue des fonctions écologiques, pas d'un point de vue pratique agricole, là, vraiment d'un point de vue des fonctions qui ont été identifiées. C'est des cours d'eau qui sont d'ailleurs suffisamment dynamiques pour s'imposer d'eux-mêmes. C'est difficile d'aller cultiver dans les environnements où il y a des chenaux secondaires qui se forment. Donc, c'est des cours d'eau qui sont résilients et capables de se défendre, là, quelque part, contre l'occupation du territoire. Un autre exemple, donc toujours dans le Haut-Saint-François, près de Scottstown, on a un cours d'eau ici. Vous voyez, il y a toutes les caractéristiques qu'on recherche d'un point de vue des fonctions écologiques. Je rappelle que c'est des fonctions écologiques potentielles. Il n'y a peut-être pas nécessairement de personnes qui bénéficient de ces fonctions-là. Et ça, c'est le concept de demande qui va nous montrer ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens où il y a des bénéfices concrets qu'on peut tirer de ces capacités-là du milieu? Et ça, c'est un autre critère qui est intégré dans l'analyse ou la recherche de sites d'intérêt. Vous avez ici un site A qui est isolé de tout autre enjeu. Et donc, les propriétés ne sont pas nécessairement mises à profit, contrairement au site B, qui est situé en amont d'espèces à statut, en amont d'endroits où on a des alimentations en eau potable, des activités récréatives et des enjeux associés aux inondations. Donc, le site B apparaît peut-être plus profitable au niveau de la préservation, considérant les enjeux qui se retrouvent en aval. Ça, c'est le concept de demande. Donc, comment est-ce qu'on fait pour quantifier ça à l'échelle de l'Estrie? Donc, encore une fois, on a des indicateurs qui nous montre l'importance des différents enjeux entre 0 à 3. Au niveau de l'alimentation en eau potable, c'est le nombre de personnes qui est considéré. Donc, vous avez un point d'alimentation en eau potable. C'est tout le réseau de drainage en amont qui est concerné par cet enjeu. Puis, il va se voir attribuer un score en fonction du nombre de personnes. Les superficies exposées aux inondations, c'est le même principe. Donc, si vous avez des zones inondables à un endroit donné, c'est tout le bassin versant en amont qui est concerné par cette problématique. Puis, on va lui attribuer un score en fonction des superficies inondées, puis du type d'usage de ces superficies-là. Donc, c'est une pondération. C'est des mètres carrés multipliés par un facteur de pondération, là, 1, 10 ou 100 en fonction du type d'usage. Pour la biodiversité, c'est la même chose. Donc, on a des préoccupations particulières pour certaines espèces à statut, susceptibles, vulnérables ou menacées. Les aires protégées aussi qui ont été intégrées, la présence de frayères, tout ça a été intégré. Et se voit donc chaque cours d'eau à proximité donc, de ces environnements-là se voit attribuer un score de 1 à 3. Même chose pour les points d'intérêt récréatifs, selon le type d'usage, soit riverain avec un contact indirect ou un contact direct, on a un score de 1 à 3 qui est attribué. Et finalement, selon la nécessité ou pas de protéger le milieu d'une mauvaise qualité de l'eau, on va attribuer aussi un score, donc qui est dépendant en fait des autres types d'usages. Tout ça peut être compilé, puis on a un score à la fin qui nous permet de voir quels sont les milieux où on a plus de besoin de fonctions écologiques. OK, quelques résultats. Vous avez ici l'alimentation en eau potable. Donc, c'est les endroits où il y a une source de captation en eau de surface.
Et on a compilé le nombre de personnes qui dépendaient. Donc, on voit que c'est dans le même Magog où les cours d'eau sont davantage concernés par cet enjeu-là, puisqu'il y a une prise d'eau potable à la ville de Sherbrooke, au niveau du lac même Magog. Donc, ceux-là ressortent, mais il y a aussi la tomiphobia, la Topeka, je ne me rappelle pas du nom ici, dans le Val-Saint-François, et la rivière Nicolet. Autre résultat pour la biodiversité. Ici, on voit bien, en fait, on voit se dessiner les grands artères du réseau hydrographique qui est occupé par le poisson. Donc, ceux-là ont été amenés à ressortir. Aussi, les aires protégées. Donc, on a ici le mont Offord, le mont Mégantic, près du lac Mégantic. Ici, je ne connais pas la rivière. Ici, c'est pour les points récréatifs. Donc, ça vous donne tous les cours d'eau qui ont été identifiés par les MRC comme étant d'intérêt de par des usages qui sont à proximité là, du cours d'eau. Et on compile tout ça. Donc, on en fait un score final et vous avez donc les résultats ici à l'échelle de l'Estrie de la demande. Et ça nous montre les endroits finalement où il y a le plus de vulnérabilité, où il y a une plus grande utilisation de la ressource en eau et donc des environnements où on a intérêt à favoriser la préservation des environnements naturels. Pas basé sur leurs caractéristiques, hein, je le rappelle, c'est basé tout simplement sur l'utilisation qu'on fait de cette ressource-là et des enjeux sur le territoire. Donc, quelques endroits qui ressortent, là, la rivière Arnold, le mont Mégantic, la tomiphobia, la rivière aux Cerises, la rivière Magog, Watopeka, c'est ce qui m'échappait tout à l'heure, et la rivière Nicolet. Donc, c'est des highlights, finalement, du point de vue de la demande à l'échelle de l'Estrie. Donc, on peut faire un petit close-up sur certains secteurs en particulier. Vous avez la rivière Nicolet, le secteur des Trois-Lacs. On a un score, c'est parmi les plus élevés, donc de 82 parce qu'il y a tous les besoins à cet endroit-là. On a des enjeux d'inondation, on a des enjeux d'alimentation en eau potable, une biodiversité à préserver, des usages récréatifs et tous ces usages-là sont vulnérables à une mauvaise qualité de l'eau. Donc, les environnements dans la rivière Nicolet sont appelés à être favorisés par rapport à d'autres dus à ces besoins-là. Par rapport à un environnement comme dans la MRC du Val-Saint-François, des rivières sans nom qui traversent ici, on dirait l'autoroute, là où la demande est relativement faible, il y a des enjeux d'inondation dans la rivière Saint-François, mais il n'y a pas d'alimentation en eau potable. Et donc, le score est relativement faible. Il y a d'autres critères que je passe rapidement, là, mais c'est la qualité de l'eau et les changements climatiques sont aussi intégrés dans cette analyse-là de la demande. Donc, c'est de l'information qui va être mise à profit et les préférences, c'est-à-dire qu'une MRC pourrait décider qu'un enjeu est prioritaire par rapport à un autre. Pour l'instant, on a fait comme si chaque enjeu était d'importance égale. Mais vous avez cette liberté-là à l'échelle de la MRC de décider qu'il en est autrement, c'est-à-dire que vous pouvez vouloir vous affronter la problématique des inondations en priorité, et c'est donc ces sites-là qui vont ressortir davantage par rapport à d'autres types d'enjeux. Donc ça, c'est une décision qui peut être menée là, différemment à l'échelle de chaque MRC. Un exemple de résultat pour les changements climatiques, c'est l'Atlas hydroclimatique du ministère de l'Environnement qui a été utilisé. Vous voyez ici des étiages, donc la diminution des étiages en été pour l'horizon 2080, tout simplement pour vous sensibiliser à cette problématique-là. Donc, vous voyez plusieurs cours d'eau en Estrie qui auront des diminutions qui vont jusqu'à 57 %. Donc, le débit d'étiage en été de récurrence 2 ans va diminuer de 57 %. Et donc, cette information-là va nous amener à prioriser des endroits qui sont situés en amont, donc pour essayer de préserver les capacités de régulation hydrologique, donc de capter l'eau, de la préserver pour continuer finalement, pour résorber ou empêcher cette diminution-là des étiages dans le futur. Donc, ça nous amène à parler du deuxième type de site d'intérêt qui combine à la fois l'information sur le cours d'eau, donc ce qu'on avait vu auparavant, l'offre et la demande. Quand les deux sont élevés, ça devient des sites d'intérêt parce qu'il y a un flux de services écologiques duquel on profite. Donc, des résultats également frais de ce matin au niveau des flux. Ce que vous voyez, donc, c'est une variabilité quand même à l'échelle de l'Estrie des sites qui apparaissent les plus intéressants avec des scores là, qui vont entre 0 et 1. On reconnaît donc l'effet combiné de la capacité et de la demande. C'est ce qu'on observe ici. Donc, le grand gagnant au niveau des flux, c'est la rivière Nicolet en amont. Vous avez un cours d'eau qui est finalement en parfaite condition, qui présente des caractéristiques
intéressante du point de vue de la capacité de régulation hydrologique, régulation des polluants, de la biodiversité, mais en plus se situe dans un environnement bâti. Ici, on est à Sainte-Camille, puis on est en amont du secteur des Trois-Lacs. Et donc, la conservation dans des endroits comme ceux-là ont un effet direct, ou en tout cas, on préserve des conditions idéales pour les enjeux qui se situent plus en aval. Donc, ce n'est pas un cours d'eau qui est complètement isolé, où il n'y a pas d'enjeu. C'est au contraire un environnement, c'est un cours d'eau qui se situe dans un endroit où il y a des usages. Et par conséquent, la conservation a une plus grande utilité. Puis on peut le voir aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si on dégrade cet environnement-là par un empiètement dans la plaine inondable, par exemple, on est susceptible d'avoir des impacts sur les usages en aval. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, le troisième type de site d'intérêt est similaire, c'est-à-dire que plutôt que de regarder les sites qui sont intacts, on regarde ceux qui sont dégradés dans les endroits où il y a une forte demande. Et ça devient des sites propices à la restauration. Donc, faible qualité, faible capacité, mais une grande demande, donc un potentiel de gain substantiel, puis pas juste un gain pour le cours d'eau, mais pour les usages aussi qui en dépendent en aval. Donc, encore une fois, des résultats frais de ce matin, vous voyez à l'échelle de l'Estrie, les sites qui présentent ce qu'on appelle un déficit, donc où il y a un intérêt à être restauré, et parce qu'il y aurait des effets tangibles d'un point de vue socio-économique. Un des sites qui est ressorti, ce n'était pas le premier, là, mais parmi les premiers, c'est dans le ruisseau Castle, donc dans le Memphrey Magog. Ça, c'est l'autoroute 10, je pense, oui. Oui, il y a Tim Hortons ou un Subway ici. Là. En fait, le cours d'eau qui a été identifié passe en dessous du stationnement. Là. Donc, on comprend qu'il est complètement dégradé dans un environnement où il y a des enjeux. Donc, le ruisseau Castle à l'embouchure, il y a une problématique de sédimentation, puis il y a des enjeux de navigation. Et donc, la restauration dans des environnements comme ceux-là a des implications concrètes d'un point de vue des usages en aval. Donc, c'est un site d'intérêt pour la restauration. Ça ne veut pas dire que c'est possible de faire des interventions. Ça paraît comme être un défi de décanaliser un cours d'eau qui passe en dessous d'un stationnement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une possibilité d'action. Ça, c'est autre chose, ce qui m'amène à penser que les résultats devront peut-être être agrégés à l'échelle du bassin versant. Donc, les résultats de déficit ou les sites d'intérêt pour la restauration, à mon avis, à cette étape-là de l'analyse, ce n'est pas des segments, mais bien des bassins versants qu'il faut cibler. Et il y a eu un travail donc, par les MRC de découper l'ensemble du territoire en petits bassins versants ou en sous-bassins versants pour laquelle l'information va pouvoir être agrégée. Puis à partir de là, on peut faire une recherche avec des critères supplémentaires pour identifier des sites où il y a réellement des possibilités d'action pour la restauration. Ça nous permet donc d'identifier les bassins versants où on a le plus intérêt à chercher donc, des sites potentiels pour la restauration. Donc voilà, en résumé, 3 types de sites d'intérêt que je vous ai présentés, basés sur l'offre. On peut l'interpréter comme une valeur écologique. Basé sur le flux de services écologiques, on peut l'interpréter comme étant une valeur écologique, mais aussi ayant une portée socio-économique. Et des sites de déficit qui sont des candidats pour la restauration. Ça vous donne un aperçu ici de l'ensemble des indicateurs qui font partie de la démarche. Il y en a au total une vingtaine. Donc, vous voyez, ils sont répartis entre l'offre et la demande. Il y a différentes catégories qu'on a vues ensemble. Donc, ça fait une approche qui intègre un bon nombre, finalement, de critères. Mais ça reste que l'ensemble de l'approche qui a été adoptée à l'échelle de l'Estrie, ça se trouve être le volet 1 de ce qui pourrait être un volet élargi à l'échelle des MRC. Ce volet 2, plutôt que d'identifier des sites d'intérêt basés sur la valeur écologique, le résultat, ça devient des moyens de gestion. Donc, qu'est-ce qu'on fait des sites qui ont été identifiés à la première étape? Et à ce moment-là, il y a des critères, d'autres critères qui s'ajoutent, c'est-à-dire les opportunités, les endroits qu'on peut faire de la restauration qui ont des impacts optimaux sans déranger idéalement les riverains. De par la résilience naturelle des milieux ou de par la présence de vestiges naturels intacts, je vais vous illustrer ça par la suite, et des critères basés sur la spatialité et la temporalité, donc c'est-à-dire dans l'évolution, la façon avec laquelle les milieux hydriques évoluent. Et ça nous amène à identifier plusieurs modes de gestion plus spécifiques, donc autant passifs, donc en laissant les processus évoluer d'eux-mêmes, des interventions par processus où on intervient sur l'eau, les sédiments, le bois, l'espace et le temps, et des démarches, des moyens de gestion plutôt actifs, où mécaniquement, on va venir remanier les cours d'eau. Donc, une illustration ici de ce que c'est qu'une opportunité, c'est de rechercher à l'échelle de votre MRC, en premier lieu, des cours d'eau qui sont résilients, donc des cours d'eau qui font le travail d'eux-mêmes. Donc, on peut se baser sur cette capacité-là qu'a les systèmes de se régénérer d'eux-mêmes pour essayer de faire de la restauration efficace.
on ne se trompe pas. Quand on laisse le cours d'eau œuvrer, il le fait de la bonne manière. Et donc, si on peut utiliser cette capacité-là, qu'a le système de rebondir, ben, il suffit de lui laisser l'espace pour le faire. Donc, ça devient des environnements ici propices pour faire de la restauration passive. Dans ce cas-ci, ce serait une stratégie d'espace de liberté. Donc, il faut essayer de convaincre les riverains de laisser faire le processus d'érosion et de trouver des mécanismes de compensation éventuellement financière, possiblement pour que ça puisse se réaliser. D'autres genres d'opportunités, ben, c'est d'exploiter des vestiges intacts. Vous voyez ici la plaine inondable, mais avec un cours d'eau qui est encore présent. Donc, le travail est relativement facile à faire, c'est-à-dire de reconnecter le chenal avec l'ancien tracé. On a des gains maximum pour des interventions finalement qui sont relativement ciblées et chirurgicales. Puis en même temps, ben, on n'a pas d'interférence avec les pratiques culturelles environnantes. Donc, de rechercher ce genre d'environnement-là à l'échelle de la MRC, c'est d'identifier finalement des opportunités qui sont susceptibles d'avoir des impacts là, substantiels d'un point de vue des fonctions écologiques à moindre coût. Et il y a d'autres critères à prendre en compte aussi dans cette recherche de sites d'intérêt, c'est la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser ramener l'IQM à 1 partout, c'est impossible vu l'occupation qu'on fait de notre territoire. Il faut déterminer des cibles réalistes en fonction des pressions qui se sont exercées à l'échelle de notre environnement. Et ces cibles-là doivent donc être basées sur une compréhension minimale de la façon avec laquelle les cours d'eau sont en train d'évoluer. Donc ça, c'est une des premières considérations. Et l'autre, c'est la dimension spatiale. Donc, on doit aussi intégrer la façon avec laquelle les cours d'eau s'influencent les uns les autres. Et ça passe par en fait, il faut prioriser les cours d'eau qui sont situés généralement en amont, parce que vous avez des impacts sur l'ensemble des cours d'eau qui sont situés en aval, de par l'effet que vous avez sur les flux hydrosédimentaires qui, eux, se déplacent dans l'espace. Donc, l'autre perspective à ce travail, je vous ramène au diagramme initial où on décrit finalement les interactions entre l'humain et le milieu hydrique. Là, je commence à appeler ça de la sociogéomorphologie. C'est comme une nouvelle branche de la géomorphologie qui est en train de naître à travers ce projet. C'est cette idée que puisqu'on intègre l'indice de qualité morphologique dans l'évaluation des services écologiques, on est capable de mesurer l'impact de la planification du territoire sur l'altération des services écologiques. Et donc, ça devient une mesure possible de l'objectif zéro perte nette. Donc, on est capable de mesurer l'impact, donc les pertes au niveau des fonctions écologiques, ainsi que les gains à travers l'utilisation qu'on fait là, de l'indice de qualité morphologique qui est imbriqué à l'intérieur de l'ensemble de la démarche. Je vous remercie de votre écoute. Puis je vous remercie aussi l'Estrie pour sa confiance, de m'avoir permis de réfléchir pendant longtemps, finalement, pour élaborer une approche, pour intégrer donc les milieux hydriques dans notre planification du territoire. Merci donc à l'Estrie. Il faut que je mentionne aussi Chaudière-Appalaches qui a contribué à cette réflexion-là. Puis finalement, merci à vous pour votre écoute. Tous les micros étaient fermés, donc je vous regardais, j'avais une réponse des fois visuelle, mais là, je suis prêt là, à prendre des questions. Là, si vous avez des commentaires, des insultes, je suis tout oui. Alors, on inviterait initialement à passer... de questions. Oui. On inviterait à passer par la messagerie si vous avez des questions. Ce serait une première façon là, de réagir et puis de poser des questions, d'avoir un retour sur vos interrogations. Je vais aussi vous aider. Pensez à une question que vous pourriez poser. Je vois que dans les commentaires, il y a de l'enthousiasme. C'est ce que j'allais dire. On n'a pas une question, mais on a un commentaire de Mme Go qui précise que super présentation, merci. On a une question, par exemple, de Frédéric de l'OBV Bémisquois. Comment avez-vous mesuré le pourcentage de végétation en rive? Quelle base de données et résolution étaient utilisées? Une excellente question. Je vais laisser Marie répondre à ça. Marie, c'est la base de données de l'occupation du sol. Je pense que vous avez travaillé fort là-dessus. Donc, je pense que tu es plus en mesure que moi de répondre. Oui, puis j'inviterai aussi les gens du comité géomatique, là, si jamais je ne le précise pas comme il faut, mais en fait, nous, on a utilisé, c'est ça, la base de données qui a été, on a eu une firme qui a travaillé là-dessus qui s'appelait Aroma. Donc, nous, on a récupéré cette donnée-là, puis on l'a catégorisée en 3 classes, dont les milieux naturels. Fait que c'est ça qui a permis de mesurer. Au niveau de la résolution,
Je sais qu'elle est meilleure que la donnée MFFP. Je ne sais pas, les gens du comité géomatique, au niveau du détail technique là, de la résolution, est-ce que vous en rappelez? Non, pas par cœur. Ben, c'est une donnée qui est dérivée des orthophotos. Donc, la résolution qu'on a sur l'orthophoto, c'est dépendamment des secteurs, là, du 10 ou du 20 cm. Là. Mais c'est ramené à des pixels d'1 mètre, je me souviens bien, pour l'analyse. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Il y avait 2 questions complémentaires à ce sujet-là. Là. Je ne sais pas si vous allez être en mesure. Donc, avez-vous utilisé le CRHQ 2021 pour mesurer l'IQM4? Je vous laisse décortiquer les acronymes. Pour les rives, quels buffers à partir des cours d'eau ont été utilisés? OK, pour la première question, oui, le CRHQ 2021, c'est la base de données produite par le ministère de l'Environnement. Ça a été utilisé pour IQM4. C'est la segmentation en fait, qui a été reprise. Les indicateurs ont été calculés là, indépendamment. Donc, c'est une nouvelle base de données qui a été générée. Ce n'est pas quelque chose qui était fourni d'emblée par le CRHQ. Pour l'autre question, donc, quel buffer à partir des cours d'eau GRHQ? Ça, c'est la distance sur laquelle on calcule, je pense, les caractéristiques en bande riveraine, c'est 30 mètres. Avec le rationnel qui était, en fait, au départ, je pense, c'était la taille des pixels qui avait été envisagée, c'était 30 mètres. Donc, c'était la première pixel, finalement, qui touche au cours d'eau. Puis pour évaluer la distance, là, on prenait compte aussi de la largeur attendue au niveau du cours d'eau. Donc, on ne commence pas à mesurer à partir du centerline. On prend en compte la largeur attendue au niveau du cours d'eau, puis là, on débute la rive. Puis là, il y a un 30 mètres qui est utilisé pour faire la mesure. Je vais y aller avec la prochaine question. Puisque les informations sur la biodiversité ne sont pas complètes à l'échelle du territoire, quel est, selon vous, l'impact de cette lacune sur les résultats? Il manque des spots qui auraient pu être intéressants, mais qui finalement ils passent sous le radar. C'est ça l'impact. Donc, je pense que cet exercice-là a amené tout le monde à réaliser qu'on avait besoin d'inventaires des fois plus systématiques pour avoir un meilleur portrait à l'échelle du territoire. Donc, ça, c'est la conclusion auquel on est souvent arrivé. Donc, Silvio, je ne sais pas si tu veux qu'on précise que par défaut, chacun des segments a eu une valeur faible minimale de biodiversité. Il n'y a aucun segment qui est considéré sans biodiversité. Fait que c'est un peu la façon qu'on a trouvé de pallier le manque, mais contrairement à d'autres demandes, d'autres aspects de la demande où on a vraiment des valeurs de zéro, ce qui n'est pas le cas pour la biodiversité. Donc, même dans les pires cas, on prend toujours pour acquis qu'il y a une présence de biodiversité. Oui, tout à fait. Je vais avec la prochaine question. Au niveau des pressions, est-ce que les pressions humaines ont aussi été envisagées à l'analyse? Exemple, les cours d'eau à l'intérieur des périmètres urbains sont potentiellement plus vulnérables. Non. En fait, pas de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on tient compte des pressions humaines dans la façon avec laquelle ils ont un impact potentiel sur le milieu hydrique. Donc, ça vient modifier la qualité de ce milieu-là. Mais on ne s'en sert pas pour dire que ce cours d'eau-là, finalement, est plus vulnérable. Donc, la façon avec laquelle cette information-là est utilisée, elle n'est pas la même que celle qui est évoquée dans la question. Là. Je vais pouvoir arriver avec une réponse plus complète dans quelques jours. Donc, je note, là, Jacinthe, je reviendrai là-dessus. Donc, commentaire de Jean-Philippe ici. Là. Il y a aussi la qualité de l'eau. Donc, oui, la qualité de l'eau est prise en compte. Donc, s'il y a une mauvaise qualité de l'eau, c'est des milieux qui vont... en fait, cette information-là est prise en compte pour considérer les sites d'intérêt au niveau de la demande. Donc, on a particulièrement besoin de sites qui ont une grande capacité aux endroits où il y a une menace de qualité de l'eau. Sylvio, on regarde aussi l'occupation du sol dans l'aire contributive du segment. Donc, on a parlé des milieux humides dans la rive, mais on sait que dans la base de données CRHQ, on nous fournit cette information-là de l'occupation du sol. Fait que ici, c'est très anthropique. C'est une information qu'on considère quand même. Là, je ne me souviens plus exactement de quelle façon, mais ça influence le résultat, en tout cas.
Oui, on a projeté de faire ça, là, mais les résultats que j'ai présentés, il ne l'a pas encore. Mais oui, Non. c'est-à-dire l'utilisation de ça à l'échelle du bassin versant va devenir une variable. Ça va être un EQM5, en fait. L'autre question concernait l'utilisation de l'eau potable. Donc, est-ce que l'alimentation du bétail ou les autres usages agricoles ont été pris en compte ou c'était vraiment l'eau potable au niveau des prises d'eau publique? Excellente question. C'est exclusivement l'eau potable là, pour l'utilisation domestique, donc les prises d'eau potable municipales, mais ça aurait pu être intéressant d'intégrer aussi la donnée du milieu agricole parce que ça ferait en sorte qu'on se préoccupe des besoins du milieu agricole pour justifier les endroits à préserver. Donc, si cette donnée-là avait été disponible, là, on aurait pu s'en servir. Oui, effectivement. Est-ce que quelqu'un est au courant? Si oui, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. C'est vraiment une question intéressante. La prochaine question, on a mentionné que c'était un buffer de 30 mètres qui avait été utilisé. Donc, pour les secteurs hydriques d'intérêt, on peut penser que c'est seulement une bande riveraine de 30 mètres qui sont considérées. OK, ça, ouais. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on présume que l'information qu'on a générée s'applique à la plaine inondable, toute la plaine inondable, même si elle n'est pas cartographiée. Donc, si on avait eu l'information, on aurait dit, OK, toutes ces superficies-là ont une valeur que là, on a rapportée finalement à la ligne. Puis on aurait aussi utilisé l'information, là, pas juste sur 30 mètres, mais de toute la plaine inondable pour arriver à la caractérisation. Mais là, on y va avec un 30 mètres, c'est comme une approximation finalement des caractéristiques de la plaine inondable. Mais il faut se rappeler que l'information qu'on a générée, on présume qu'elle s'applique à la plaine inondable, toute la plaine inondable, pas juste 30 mètres. C'est juste qu'on souvent, on n'a pas cette délimitation-là. Je ne sais pas si c'était clair. Peut-être pas, là. On a encore un peu de temps pour les questions. Si, advenant qu'on soit rendu au bout là, des questions sur la présentation de Silvio, on pourra passer au prochain bloc. Alors, peut-être un dernier petit instant là, pour ces questions qui émergent à ce point-ci, juste avant de passer à la prochaine. Bon. Oh, c'est bon. Merci tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Silvio. Merci pour la présentation. Maintenant, on serait prêt pour la présentation du bloc 2 là, sur les volets milieux, sur le volet des milieux humides. Donc, c'est une présentation qui va être en deux parties, là, qui va débuter avec Mélanie Deshôtels et ensuite Philippe va prendre la relève pour l'autre partie. Donc, j'inviterai Mélanie à prendre la parole. Oui, je vais vous partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui, c'est bon, parfait. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que le volet milieu humide, on a travaillé avec différents mandataires. Donc, on se tient à souligner la contribution du COGESAF d'Aurélie Schmitt, de Conservation de la nature du Canada et de Néogis. Donc, ils ont leur participation, leur collaboration, les efforts qu'ils ont mis dans cette démarche-là nous ont permis vraiment d'avancer. Ça a été déterminant là, au niveau de la démarche estrienne. Donc, un merci particulier là, à tous les gens qui ont travaillé à ce niveau-là. C'est moi qui vous présente, dans le fond, les milieux humides d'intérêt à l'échelle estrienne, donc l'arbre décisionnel qui a été utilisé, donc notre outil pour les prioriser. Avant toute chose, là, je vais vous faire un petit retour sur la démarche de consultation. Philippe l'a mentionné d'entrée de jeu, là, on en est rendu à la troisième étape de consultation-concertation avec les parties prenantes régionales. Donc, le premier était vraiment sur les démarches, le sondage, le second sur la méthodologie, principalement au niveau des milieux humides. Et on est aujourd'hui avec les résultats de la démarche régionale. Lors du deuxième atelier, on avait beaucoup discuté avec vous des critères de priorisation locale que Philippe va vous présenter un petit peu plus tard et des critères de sélection qui nous permettaient là, de cibler nos milieux humides à l'échelle estrienne. On a discuté sur les 7 critères là, qui étaient utilisés comme outil de sélection, à savoir, est-ce que ça vous semblait correct? Est-ce que vous voyez qu'il y avait des éléments qui manquaient? Et comment on pouvait raffiner cette sélection-là? Il y avait eu quelques constats qui ont été faits. Là. Globalement, les gens étaient satisfaits des critères qui étaient utilisés.
même s'il y avait certains éléments peut-être de nature plus anthropique ou au niveau des dynamiques fluviales qui n'étaient pas nécessairement prises en compte. Il y avait des limites aussi qui ont été soulevées. On l'a vu même là dans la présentation à Silvio. Donc, les efforts d'inventaire vont venir influencer les résultats qui sont faits dans la sélection. C'est aussi le cas au niveau des milieux humides. Puis, il y avait surtout un consensus sur le besoin qu'on avait de prioriser ou de pondérer les critères qui étaient utilisés. Donc, je vous rappelle, quand ils vous ont été présentés, tous les milieux étaient considérés de la même façon. Donc, on a poursuivi nos démarches puis notre réflexion à ce niveau-là en gardant en tête les objectifs qu'on poursuivait. Donc, l'objectif était vraiment de venir développer un outil d'aide à la décision pour l'ensemble des MRC et de la ville de Sherbrooke pour être capable d'identifier les milieux humides qui avaient un intérêt au niveau estrien et qui étaient représentatifs aussi de nos milieux. La démarche estrienne, pour ce qui est de la priorisation, est axée davantage sur la notion de biodiversité. Donc, comment on pouvait répondre à des enjeux de conservation plus spécifiques à cet effet-là. Puis, on se base, comme pour l'ensemble des plans régionaux des milieux humides, sur des données qui sont déjà disponibles. Donc, il n'y a pas eu d'acquisition de connaissances terrain là, à l'échelle estrienne et sur les approches qui étaient utilisées. L'arbre décisionnel qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un hybride de différentes méthodes, donc de la classe des basses terres utilisée pour les territoires d'intérêt au niveau des basses terres du Saint-Laurent et des méthodes de priorisation qui sont aussi développées par Corridor, Conservation de la Nature Canada. Je vous rappelle, bon, on est à une échelle beaucoup plus au niveau de la biodiversité. Donc, en termes de zones territoriales, on a travaillé davantage au niveau des districts écologiques. Les districts ont été utilisés là, pour normaliser certains des critères qui sont utilisés dans l'arbre décisionnel. Et on travaille aussi à l'échelle des complexes de milieux humides. Donc, on n'est pas venu quantifier chacun des milieux humides qui pouvaient constituer le complexe, mais vraiment l'ensemble au total. Donc, ça, c'est les deux éléments à prendre en compte là, pour l'ensemble des critères qui sont analysés. Notre arbre décisionnel contient au final 9 critères. Donc, à l'atelier 2, on vous en avait présenté 7. Finalement, il y a 9 critères qui ont été retenus. L'objectif, c'est de vraiment être en mesure de comprendre pourquoi certains milieux ont été priorisés par rapport à d'autres. Puis comment on arrive à une priorité 1, 2 ou 3 ou des milieux qui en ont été priorisés à l'échelle estrienne. Donc, l'idée, c'est de vraiment être capable pour l'utilisateur de savoir, bon, tel milieu humide ou tel complexe a été priorisé pour telle raison. De la même façon, l'arbre est conçu pour faciliter la mise à jour aussi. Donc, on le disait tantôt, dès qu'il y aura des inventaires terrain, par exemple, qui seraient faits ou on voudrait actualiser de la donnée, la façon que l'outil est monté, on va pouvoir actualiser les données. C'était un des éléments là, qui avait été soulevé à l'atelier 2, de voir comment on pourrait, dans le temps, prendre en compte les nouveaux inventaires qui seraient faits. Donc, je vais passer à travers les différents critères qui constituent l'arbre décisionnel. Sur le côté à gauche, vous avez tout le temps en haut la sélection que ça représente, que le critère se représente à l'échelle estrienne et la priorisation. Donc, je sais que c'est petit, là, mais on va rendre les outils disponibles plus tard, mais pour le moment, on vous les présente de cette façon-là. Donc, pour ce qui est du premier critère qui constitue les aires protégées et les sites de conservation volontaire, l'objectif, c'était de venir consolider, dans le fond, les noyaux d'aires protégées qui sont déjà existants sur le territoire. Donc, tout site qui était tout complexe, dans le fond, de milieu humide qui était situé à l'intérieur d'une aire déjà protégée ou un site de conservation se voyait accorder une priorité 1. Les sites qui étaient situés en périphérie, donc 500 mètres et moins, se voyaient accorder une priorité 2. On a ici l'exemple dans le secteur du Parc national Frontenac dans la MRC du Gralet. Le second critère concernait les écosystèmes forestiers exceptionnels, donc les EFE de leur petit nom. Ces écosystèmes-là vont venir contribuer à préserver une biodiversité au niveau des espèces floristiques ou forestières. On n'a pas accordé la même priorité selon le type de EFE. Donc, les forêts rares et anciennes se sont vues accorder des priorités 1. Donc, les complexes de milieux humides qui se retrouvaient dans ces secteurs-là avaient une priorité 1. Et les complexes de milieux humides qui étaient touchés par des forêts refuges avaient une priorité 2. Donc, on voit sur l'échelle estrienne là, les petits milieux, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, là, mais les petits milieux que ça représentait au niveau de l'Estrie.
Pour ce qui est des espèces fauniques, là aussi, dans le fond, bon, ce qu'on a utilisé, c'est les occurrences d'espèces à statut, donc les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées comme telles. Donc, les occurrences étaient utilisées pour venir voir quel milieu ou complexe de milieu humide abritait ces espèces-là. Ce n'est pas l'ensemble des espèces qui ont été retenues dans les critères. Dans le fond, on a travaillé avec les espèces qui étaient vraiment associées aux habitats de type là, milieu humide qui ont été retenues. Donc, par exemple, si on avait des occurrences, puis plus que 50 de ces occurrences-là se trouvaient dans un milieu humide, alors on associait l'espèce au milieu humide. À l'inverse, une espèce qui se retrouverait principalement à l'extérieur des milieux humides n'était pas considérée pour ce qui est de la priorisation. L'exemple, par exemple, de la tortue des bois où plus de 90 des occurrences de tortues se trouvent dans un milieu humide, à ce moment-là, ça a été une espèce qui a été considérée. Donc, au total, on a 6 espèces fauniques qui ont été retenues puis qui viennent, dans le fond, jouer sur la priorité des complexes de milieu humide. Donc, les complexes qui vont abriter des espèces qui sont désignées menacées ou vulnérables vont avoir une priorité 1. Et les complexes qui vont abriter des espèces qui sont susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables vont avoir une priorité 2. Je travaille sur 2 écrans, il faut que je vous switch d'une à l'autre. Le 4e critère est un peu la même chose, mais au niveau floristique. Donc, c'est la même méthodologie qui a été utilisée. Là. Donc, on prenait en considération les espèces floristiques qui étaient associées aux habitats de type milieu humide. Au total, on a 8 espèces floristiques qui ont été retenues. Là aussi, c'est la même logique là, qui s'appliquait. Donc, les espèces qui étaient considérées menacées ou vulnérables qui se retrouvaient dans un complexe de milieu humide avaient une priorité 2. Et ceux qui étaient susceptibles d'être désignés avaient une priorité 1 et ceux qui étaient susceptibles une priorité 2. Donc, là aussi, on voit à l'échelle estrienne ce que ça peut représenter comme sélection et comme priorisation. Le 5e critère concerne tous les autres types d'habitats fauniques. On se base principalement sur les données du ministère de la Forêt, Faune et Parcs. Donc, on parle des habitats fauniques là, qui sont généralement reconnus par le MFFP. Donc, on va aller vers les aires de concentration d'oiseaux aquatiques, les héronières qui vont se retrouver avec des priorités 2. Et les complexes de milieux humides là, qui vont abriter un habitat du rat musqué vont se retrouver avec une priorité 3. Donc, c'est généralement des habitats qui sont déjà aussi reconnus dans les différents outils de planification là, à l'échelle des MRC et de la ville de Sherbrooke. Il y a d'autres sites de conservation qui sont aussi déjà répertoriés à l'échelle des MRC et de la ville. Donc, tous les sites qui sont déjà reconnus dans les schémas, soit à caractère de parc régional ou municipal d'intérêt, des affectations de conservation ou de potentiel de conservation ou des territoires d'intérêt écologique ont été utilisés pour identifier, sélectionner des complexes de milieux humides. Ce n'est pas une priorité 1 qui leur est accordée, mais une priorité 2. Et c'est des milieux qui sont, ou du moins des secteurs qui sont déjà identifiés là, en ce moment dans les outils de planification des MRC. Donc, ça permet de venir sélectionner des endroits un peu partout sur le territoire également. Le 7e critère, qui a 2 volets, donc il y a un volet d'unicité et de rareté, visait vraiment là, à venir identifier des complexes de milieux humides là, qui étaient très représentatifs à l'échelle des districts écologiques. Donc, la cartographie de base qui est utilisée pour les milieux humides, là, on a 7 types de milieux humides qui sont associés. Et ce qu'on a fait, c'est répertorier les combinaisons qui existaient sur le territoire de l'Estrie. Par exemple, un complexe de milieux humides peut être combiné de différents types de milieux humides. Donc, à ce moment-là, on venait identifier l'ensemble des combinaisons existantes sur le territoire. Au total, on a 65 combinaisons identifiées. Sur la base là, des districts écologiques, on est venu voir lesquels étaient uniques. Par exemple, si dans un complexe, dans un district écologique, on a seulement une tourbière qui existe, mais elle est unique à l'échelle de ce district-là. Et elle devient d'une certaine façon irremplaçable dans le sens que si elle disparaissait, mais il n'y a pas d'autres milieux qui peuvent représenter ce même habitat-là dans le district écologique. Donc, ceux qui étaient uniques se voyaient accorder des priorités 1
Et par la suite, on a utilisé encore les 65 mêmes combinaisons pour venir définir avec les bris naturels là, lesquels étaient les plus rares ou les plus communs. Donc, la première groupe, par rapport à la première classe de bris naturels, se voyait accorder une priorité 2 et le deuxième groupe, une priorité 3. Donc, les milieux qui étaient beaucoup plus communs à l'échelle d'un district écologique ne ressortent pas à l'échelle de ce critère-là. Finalement, l'avant-dernier concerne la superficie. Donc, on le sait, là, la superficie des milieux humides va influencer sur la biodiversité qu'on y retrouve. C'est souvent un indicateur aussi qu'un milieu va avoir plusieurs fonctions écologiques. Donc, les milieux humides de grande taille ont été reconnus comme étant de priorité 3. De la même façon, la superficie là, a été normalisée à l'échelle des complexes, des districts écologiques. Puis, les plus grands milieux humides de chacun des districts écologiques ont été sélectionnés de cette façon-là. Donc, on le voit sur la carte, là, on voit la limite des districts écologiques et on voit les plus grands milieux humides de chacun qui sont répertoriés. Finalement, il y a une notion de connectivité écologique ou de paysage résilient, donc qui est utilisée davantage au niveau de la conservation. Ça donne aussi des indicateurs là, sur les milieux qui pourraient être priorisés à l'échelle estrienne. Pour ce qui est des paysages résilients, on parle des paysages qui sont résilients au changement climatique. Donc, c'est une cartographie qui existe déjà pour l'ensemble du sud du Québec. C'est cette cartographie-là qui a été utilisée. Et pour ce qui est de la connectivité, là aussi, là, c'est une donnée qui était uniforme à l'échelle estrienne qui a été prise en considération. Donc, les complexes de milieux humides qui se retrouvaient à l'intérieur de ces secteurs-là se sont vus attribuer une priorité numéro 3. Ça nous amène à une échelle estrienne, vous l'avez ici en plus petit, mais ça nous amène à regarder, dans le fond, la répartition qu'il y a sur l'ensemble du territoire estrien. Donc, on a un peu plus de 18 là, de la superficie totale des milieux humides qui sont identifiés comme étant de priorité 1, 14 de priorité 2 et 32 de priorité 3. Je tiens à vous mentionner que les milieux humides qui sont non priorisés à l'échelle estrienne, ce n'est pas des milieux humides dénudés d'intérêt, loin de là. L'objectif, comme je vous le rappelle, au niveau estrien, c'était de viser la notion de biodiversité, de protection au niveau de la biodiversité des espèces. Donc, ces milieux humides qui sont non priorisés vont pouvoir être pris en compte à l'échelle locale, puis associés là, à différents éléments en termes de diagnostic quand on parle à la qualité de l'eau, à des enjeux, par exemple, d'inondation ou autre. Si ces milieux-là jouent un rôle, on va pouvoir les considérer au niveau local. Mais à l'échelle de l'Estrie, la priorisation se faisait beaucoup plus en termes de biodiversité et de maintien de cette biodiversité-là. Donc, l'arbre décisionnel, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Il va pouvoir servir à l'ensemble des MRC à la ville de Sherbrooke pour venir cibler des secteurs ou des territoires qui seraient plus intéressants en termes de conservation. Puis là, en conservation, on est dans un esprit large. Là, on peut parler de préservation, d'utilisation durable, mais aussi de restauration, création. Donc, c'est les milieux humides qui ont été présentés, retenus dans le fond à l'échelle estrienne. Je vais passer la parole à Philippe qui va justement pouvoir vous amener sur l'aspect de la priorité plus locale parce que c'était l'autre volet, dans le fond, qui a été fait au niveau des milieux humides. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, je vais vous partager mon écran. On va répondre à la question à la fin. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat, là, mais on va y répondre à la fin. Parfait. Donc, vous voyez tous ma présentation par hochement de tête ou ouverture du micro. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais juste le mettre en plein écran. Donc, les 10 critères de priorisation plus locaux des milieux humides, donc que je vais vous présenter, rappellent aussi là, un des objectifs de la rencontre aujourd'hui, c'était de bien distinguer là, ce qui était la démarche régionale aussi des démarches locales. Comme je vous ai dit, l'Estrie va se quitter au niveau de continuer tout ce qui est diagnostic, toutes les autres parties. Chacun va être responsable de son plan régional. Mais au moins, on a un outil commun et conjoint d'outils d'aide à la décision, mais aussi un outil de communication qui nous permettent ensemble de parler des mêmes choses. Donc, on a élaboré un portrait diagnostique à l'échelle régionale.
Puis ensuite, tout ça va être repris dans nos démarches locales. Donc, pour se rendre dans les autres étapes présentées au guide par le ministère de l'Environnement, donc des engagements de conservation puis des stratégies aussi de conservation de nos milieux humides et hydriques. Donc, tout ça demande des décisions, des décisions politiques, aussi des discussions avec vous, les parties prenantes locaux, dans les autres étapes. Donc, premier outil qui était le diagnostic régional que Mélanie vous a présenté, qui était les fameux 9 critères de sélection et l'arbre décisionnel. Donc, qui étaient des critères plus généraux qui ciblaient les milieux humides d'intérêt régional. Tout ça se raffine. Donc, comme l'a présenté Mélanie, il y a une bonne sélection encore qui reste à faire sur plusieurs autres enjeux qui touchent nos milieux humides qu'on n'a pas réussi à aller capter dans la connaissance plus fine. Donc, on va pouvoir aller chercher d'autres critères. Donc, c'est pour ça qu'on a élaboré conjointement une grosse base de données de 10 autres critères de priorisation locaux qui vont servir après ça à raffiner toute la prise de décision, toutes les discussions avec vous, les parties prenantes, au niveau de nos MRC et villes de Sherbrooke. Donc, des critères plus spécifiques qui sont des indicateurs des fonctions écologiques des milieux humides qui vont permettre de raffiner, d'aller capter les autres éléments d'intérêt des fonctions des milieux humides sur le territoire. Donc, encore une fois, il y avait des bases territoriales sur lesquelles il fallait faire nos analyses. Donc, pour certains critères, c'est plutôt à l'échelle des bassins versants. Et pour d'autres critères qui se rapportaient plutôt à la biodiversité, c'était les districts écologiques. Donc, ça nous permettait, encore une fois, de comparer dans les différentes fonctions les milieux humides, de pouvoir aussi normaliser à l'échelle de territoires cohérents ces critères-là. Donc, je vous rappelle les différents critères, puis je vais pouvoir les passer en détail pour vous présenter les résultats. Donc, 2 grandes classes, 2 grandes familles de critères. On a les critères de priorisation qui touchent plutôt l'hydrologie, la biogéochimie, donc plutôt qui fait référence à des fonctions au niveau hydrologique. Donc, ils vont être normalisés, bien entendu, plutôt à l'échelle de bassins versants. Autres aussi critères de priorisation qui touchent plutôt l'habitat, qui vont venir raffiner. Donc, on s'entend que l'arbre décisionnel que vous a présenté Mélanie, c'était sur les connaissances qu'on avait sur le territoire au niveau fin, au niveau de la biodiversité. On est venu s'ajouter d'autres critères pour aller capter ces informations-là sur les critères de biodiversité, donc relatifs à l'habitat. Et tout ça, encore une fois, je le rappelle, c'est basé sur l'Atlas des basses terres du Saint-Laurent. Mais on est venu raffiner aussi, là, on va pouvoir vous expliquer, là, on est venu raffiner pour avoir une compréhension plus estrienne aussi de cet outil-là. Donc, on a fait les adaptations nécessaires pour aller capter et raffiner l'outil. Donc, vous attendez pas aux couleurs. C'est certain que dans le cas de la présentation de Mélanie, c'était des couleurs qui présentaient une priorisation. Dans ce cas-ci, c'est pour pouvoir bien distinguer qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible, parce qu'on n'a pas encore fait de priorisation, mais plutôt que de vous présenter des chiffres sur l'ensemble des milieux humides, ce qui aurait été assez rébarbatif comme présentation, on préférait quand même vous illustrer sous forme de couleurs. Mais encore là, on n'est pas dans des couleurs de priorisation, donc je voulais juste le préciser. Donc, au fur et à mesure de ma présentation, vous allez voir apparaître des couleurs, mais on n'est pas encore à l'étape de mentionner qu'il est fort sur l'ensemble ou dans les critères de priorisation. On est sur chacun des critères juste pour voir la gamme là, de différentes, entre 0 et 1, pour voir cette gamme-là, pour pouvoir la capter. Donc, c'est un outil plutôt visuel que je vous présente. Donc, premier critère qui était le critère de régularisation hydrologique ou de rétention des eaux. Je vous rappelle qu'il était dépendant qu'on avait présenté la méthode de la taille du complexe, de la taille de l'aire contributive et aussi de la superficie du milieu humide dans son aire contributive. Donc, pour vous illustrer plus précisément quel genre de résultat ça peut avoir. Donc, un milieu humide ici, dans la MRC de Memphremagog, vert, donc plutôt fort pour le critère 1, donc une aire contributive plutôt réduite, mais une grande taille du complexe de milieu humide dans son aire contributive. Donc, il est vraiment dominant, donc ce qui explique pourquoi il ressort fort, là, donc plus haut dans l'échelle pour ce critère-là, comparativement à un autre milieu
qui a une grandeur contributive, mais qui a une petite taille, donc petit rôle dans son aire contributive. Critère 2, qui était le contrôle de l'érosion ou stabilisation des rives. Donc, des résultats, encore une fois, qui sont présentés sous forme de couleur, mais qui ne sont pas ici une priorisation. Donc, qui est influencé par la position physiographique et aussi le type de milieu humide, donc quel type de végétation il présentait. Donc, des résultats plus précis. On a, dans le fond, ici à Johnville, dans le Haut-Saint-François, un exemple, la tourbière de Johnville, pour ne pas la nommer. Donc, on a des éléments, ressort fort pour ce critère-là, dans le fond, un complexe riverain, donc en vert, complexe riverain ou lacus, puis c'est aussi un marécage arbustif ou arboré, donc il ressortait plus fort pour ce critère-là. De façon plus faible, on a des complexes isolés ou palus, des tourbières ou des marais pour ce qui était du contrôle de l'érosion ou stabilisation des rives. Un autre exemple, l'étang Burbank, dans le secteur de l'étang Burbank, mais à Danville. Donc, on a des milieux riverains aussi là, qui ressortent fort là, pour la stabilisation des rives, bien entendu. Recharge de la nappe phréatique. Ce qu'on remarque sur la carte, là, on a une forte homogénéité des résultats qui sont sur le territoire de l'Estrie. Donc, ce critère-là est influencé par la position physiographique du milieu, la forme du complexe, donc le rapport périmètre-superficie. Donc, des milieux humides très échancrés avaient des valeurs plus fortes plutôt qu'un milieu humide plutôt circulaire. Donc, toute la forme, le rapport périmètre-superficie avait un effet assez fort sur ce critère-là. Donc, pour vous illustrer de plus précisément ce que nous donnent les résultats, donc on a un complexe isolé ou palus, là, ici dans le Val-Saint-François, donc avec un rapport périmètre-superficie élevé, donc une forme très irrégulière, ce qui élevait là, pour ce critère-là ce milieu humide, comparativement à un autre où c'est un complexe riverain ou lacustre, dont le rapport périmètre-superficie était plutôt faible, donc forme plutôt régulière, donc ressortait un peu plus faiblement pour ce critère-là. Critère 4, donc contribution à la qualité de l'eau, donc tous les éléments de filtration. Donc, un critère qui est influencé par la position physiographique du milieu, le type aussi de milieu humide influencé beaucoup pour ce critère-là. L'occupation du sol aussi dans l'aire contributive, donc autour du milieu. De façon plus précise, puis on a présenté aussi avec des orthophotos pour comprendre aussi ce qui se passe dans l'aire contributive, là. Donc, on a un secteur agricole dans la MRC de Coaticook. Donc, ressort fort pour ce critère-là. Donc, on a une aire contributive qui est très agricole, dont un milieu va avoir un effet filtrant assez fort. Donc, ressortait fort pour ce critère-là. Comparativement à d'autres milieux plus forestiers, dans le Haut-Saint-François, où l'aire contributive est très forestière au niveau de la filtration des polluants. On a des effets, en fait, pour ce critère-là, ça ressortait plus faiblement. Ça ne veut pas dire qu'il peut avoir un intérêt qui n'a pas d'intérêt pour d'autres critères, mais pour celui-là, ce n'était pas un critère qui ressortait fort. Même chose pour un secteur plus urbain, où dans l'aire contributive, on a des effets urbains. Donc, pouvoir filtrer pour les effets de filtration qui est assez intéressant pour ces milieux-là. Critère 5, contribution à la séquestration du carbone. Donc ici, c'est vraiment influencé par le type de milieu humide. On s'entend, les tourbières sont les milieux qui vont avoir un plus grand effet pour ce qui est de la séquestration du carbone. Et bien entendu, la taille aussi de la tourbière va avoir un certain effet. Donc, on a un exemple dans le Haut-Saint-François, Granit, d'un très grand complexe de tourbières, donc qui présente une très bonne capacité de séquestration du carbone. Tandis que de l'autre côté, dans la MRC de Coaticook, il y a beaucoup de milieux humides, mais peu de tourbières, donc une séquestration plutôt moyenne pour ces complexes de milieux humides-là. Ici, je vous présente conjointement les critères 6 et 7 là, pour ce qui était de la biodiversité, donc qui était dépendant de la diversité végétale, puis on avait intégré aussi productivité primaire, dépendait aussi de la superficie, naturalité de la zone
tampons qui viendront plus tard pour ce qui est des critères de priorisation. Donc, un vaste complexe avec beaucoup de milieux variés ressortait très fort pour ce critère-là, tandis que des petits complexes avec un seul type de milieu, donc moins de diversité de type de milieu humide, donc sortait plus faiblement pour ce critère-là. Pour ce qui est de la productivité primaire, on a des complexes riverains ou lacustres, donc des marais ou des marécages là, qui présentaient un bon intérêt, qui ressortaient plus fort, tandis que des complexes isolés ou palus, des tourbières ou des étangs, en théorie, présentent une productivité primaire qui est moindre, donc ressortaient plus faiblement pour ce critère-là. Les critères de biodiversité, il y a la naturalité de la zone tampon. On regardait l'occupation du sol dans un rayon de 200 mètres autour du complexe. Donc, les complexes à proximité d'un secteur forestier ressortaient plus fort, étant donné que le secteur de 200 mètres de zone tampon était plus naturel, tandis que lorsqu'on est à proximité de zones urbaines ou agricoles, puis encore là, il y avait des pondérations en fonction des types d'occupation du sol, mais ressortait beaucoup plus faible pour ce qui était de la zone urbaine au niveau de la naturalité. Même chose pour la zone agricole qui était plutôt moyen pour ce qui était de la naturalité de la zone tampon. Donc, je vais vous présenter, parce qu'on a le temps, une synthèse de comment peuvent se présenter ces différents résultats-là pour un secteur spécifique. Et ici, c'est pour le secteur de la Watopeka. Donc, je ne me suis pas accroché sur le nom du secteur, là. Très grand complexe de milieux humides, tourbières, marécages et des eaux libres aussi dans ce secteur-là. Donc, un secteur très intéressant. Donc, je vais vous présenter rapidement, mais on voit que pour les différents critères, on a une certaine diversité, là. Donc, ce n'est pas toujours là, égaux. Donc, on a vraiment une présentation qui, en fait, une base de données qui va nous permettre de raffiner notre compréhension des fonctions écologiques que peuvent nous donner des milieux humides. Donc, pour le contrôle de l'érosion, la stabilisation, ici, on a encore une fois des effets qui sont plutôt moyens, forts, dépendamment des secteurs. Donc, pour ce qui est de la recherche de la nappe phréatique, très fort pour le secteur, plutôt faible, excusez-moi, pour le secteur de la Watopeka. Critère 4, contribution à la qualité de l'eau, captage à court terme des éléments nutritifs et des polluants. Donc, on était plutôt dans un secteur qui était moyen. Donc, contribution à la séquestration du carbone. Il y a une grande présence de tourbières qui augmente la valeur du complexe là, de la Watopeka. Pour ce qui est de la diversité végétale, on s'entend, étant donné que c'est un des plus gros complexes là, de l'Estrie, présente une très forte là, proportion de différents types de milieux humides, donc marécages, des tourbières, de différents types, boisés, faines et bogues, donc présente une forte diversité végétale. Pour ce qui est de la productivité primaire, il y a étant donné qu'il y a présence de beaucoup de tourbières, la productivité primaire, comparativement des marécages qui augmentent ces critères-là, on était plutôt dans un secteur qui était moyen, mais quand même présente ce type de milieu-là. Occupation du sol très forestière pour le secteur de la Watopeka, naturalité de la zone tampon, donc dans un rayon de 200 mètres qui est plutôt boisé, donc qui permet d'augmenter la valeur pour ce complexe-ci. Donc, en conclusion, pour ce qui est de l'outil sur les critères de priorisation plutôt locaux, certainement, ça présente des limites méthodologiques. On s'entend, c'est des critères qui sont basés vraiment sur des niveaux géomatiques, sur la connaissance aussi qu'on a de nos différents territoires. On a une adaptation aussi de l'Atlas des basses-terres du Saint-Laurent à la réalité estrienne. C'est une méthode qui a été faite de façon rigoureuse et égale et objective là, pour tous les milieux, donc qui permet d'avoir des résultats uniformes à l'échelle de l'Estrie. Donc, on discute tous, on va tous avoir la même base de données sur laquelle discuter puis approfondir
pour se rendre vers des stratégies et vers aussi une prise de décision finale pour nos plans régionaux. C'est un portrait détaillé aussi, plus détaillé des services écologiques, des complexes, des milieux humides de l'Estrie. Donc, un exercice qui n'avait jamais été fait encore sur l'ensemble du territoire. Ça permet aussi de bien distinguer les forces et les faiblesses de chacun des complexes. Donc, ils ne sont pas tous égaux pour tous les critères. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je le répète, puis c'est le mot qui va revenir là, fréquemment dans la rencontre aujourd'hui, c'est un outil d'aide à la décision, un outil de communication. Comme l'a mentionné Silvio, on fait de la socio-compréhension de ce que sont les fonctions écologiques, tant de nos milieux hydriques et de nos milieux humides. Donc, ça va vraiment nous aider à mieux discuter, à avoir des meilleures décisions plus éclairées pour la suite des démarches. Donc, c'était la période de commentaires et de questions. Je vais cesser le partage d'écran, puis on va pouvoir prendre les questions pour Mélanie et moi-même. Et je vais me reposer aussi sur les autres MRC, sur tous ceux qui ont travaillé au niveau géomatique, au niveau précis. S'il y a des questions très pointues, ils pourront nous aider à répondre, à Mélanie et moi. Peut-être commencer la période de questions. Donc, je vais y aller avec les premières questions là, qui ont été posées, probablement plus en lien avec l'arbre décisionnel pour les milieux humides d'intérêt régional. Donc, une question de Jacinthe. Est-ce que les espèces plus aquatiques, les poissons, ont été considérés? Là, encore là, j'imagine que Jacinthe, tu parlais plus des critères, dans les premiers critères de l'arbre de décision, là. Là, je ne sais pas, à moins que Mélanie, c'est plus clair pour toi, là. Si je comprends bien la question, s'il y a de quoi, Jacinthe, tu me corrigeras, mais ça doit être concernant les critères, les espèces fauniques qui ont été retenues. Donc, la seule espèce faunique, là, plus poisson, là, qui a été retenue, c'est le ménéderbe. Faut comprendre faut considérer que ce qu'on regardait, c'était les occurrences en lien avec les milieux humides et non pas les milieux hydriques. Donc, en termes de milieu humide, c'est la seule espèce de poisson là, qui était plus associée au milieu humide en tant que tel, au type d'habitat de milieu humide. Donc, les autres espèces de poissons à statut se retrouvent davantage au niveau des milieux humides et hydriques, donc ils ne sont pas présents, là, ils ne sont pas considérés à ce niveau-là. Si jamais ça ne répond pas, n'hésitez pas. Il y avait, si tu me permets, Karine, là, il y avait l'autre question étant en lien avec la présence des espèces exotiques envahissantes et l'évaluation que ça peut avoir au niveau de la connectivité, là, dans une optique inverse, là, dans le sens que ça peut avoir des effets négatifs. Pour ce qui est de l'arbre décisionnel, si c'est à ce niveau-là, au niveau de l'arbre décisionnel, les EEE, les espèces exotiques envahissantes, ne sont pas considérées. Donc, ils ne font pas partie des éléments qui sont pris en compte. Par contre, si je prends pour le territoire de la MRC de l'Infrémagogue, où on sait qu'il y a certains secteurs où on a des espèces exotiques envahissantes, mais ils vont être pris en compte plus dans le diagnostic au niveau des menaces ou des éléments là, à considérer là, pour les choix de conservation qui seront faits au niveau de la MRC. J'y vais avec la prochaine question. C'est une question de Geneviève Pomerleau. C'est quoi la superficie minimale qui a été utilisée pour définir un milieu humide de grande superficie? Là aussi, j'imagine, c'est en lien avec l'arbre décisionnel. Oui. Au niveau de l'arbre décisionnel, il n'y a pas eu de superficie minimale parce qu'on a ramené la notion de superficie pour chacun des districts écologiques. Donc, dépendamment du type, de la superficie des complexes de milieux humides dans chacun des districts écologiques, les superficies pouvaient varier. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir une représentation des complexes de milieux humides estriens à l'intérieur de chacun des districts écologiques. Donc, la superficie de tous les districts a été ramenée là, sur une échelle de 0 à 1. C'est sur cette base-là, après ça, qu'on est en mesure de venir les discriminer là, en termes de superficie. Donc, il n'y a pas une superficie minimale en tant que telle. Toujours en lien avec l'arbre décisionnel, une autre question en lien avec le critère de la connectivité. Est-ce qu'on a tenu compte des milieux humides des régions périphériques dans la démarche? Oui, vous pourrez me corriger, là, ceux qui ont travaillé plus sur le dossier en géomatique, là, mais dans le fond, au niveau de la connectivité là, des corridors écologiques puis des paysages résilients, c'est une information qui dépasse le territoire estrien. Donc, la donnée est disponible pour l'ensemble du sud du Québec et même une portion américaine.
Donc, de cette façon-là, les milieux humides qui étaient limitrophes au territoire estrien pouvaient quand même être sélectionnés là, s'ils se retrouvaient à l'intérieur de ces paysages résilients-là ou du réseau de connectivité écologique. Là. Je ne sais pas si... Oui, je vois Julie qui hoche la tête, donc ma réponse va être correcte. Prochaine question qui vient de Olivier Côté, probablement, j'imagine, toujours en lien avec l'arbre décisionnel. Olivier demande si on a tenu compte de l'effet de l'agrandissement des périmètres urbains ou du développement des îlots résidentiels commerciaux à venir sur les territoires pour l'enjeu de la connectivité. Pas au niveau de l'arbre décisionnel parce que, dans le fond, il n'y a pas d'éléments au niveau de l'utilisation du sol en tant que tel qui sont pris en considération. C'est des éléments qui vont se retrouver plus au niveau local. Comme on l'a mentionné tantôt, l'arbre décisionnel identifie des priorités au niveau estrien, mais c'est sûr que les choix de conservation par la suite qui vont être faits dans chacune des MRC vont devoir prendre en compte cet équilibre-là là, entre ce qu'on va pouvoir, où on va faire du développement ou non, versus les milieux humides et leur priorisation. Donc, ça va se faire davantage au niveau local qu'au niveau estrien. La portion estrienne était vraiment ciblée en termes de biodiversité. Après ça, les enjeux plus, je dirais, de nature socio-anthropique, économique et autres vont être pris davantage au niveau des MRC de la ville de Sherbrooke. Prochaine question. J'imagine qu'on passe plus dans le volet de la présentation là, du diagnostic local avec les 10 critères. Question qui vient de Olivier. Donc, Olivier demandait peut-être de revenir sur le concept de filtration dans les milieux urbains ou forestiers. C'était peut-être plus de revenir sur cet élément-là qu'une question. Ou Olivier, si tu veux préciser ta question. Oui, c'est ce que j'allais demander, Olivier. Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Oui. Oui, c'est ça. Peut-être ton discours par rapport à ça, c'était pas clair. C'est comme si le forestier et l'urbain, il y avait des éléments qui étaient positifs pour l'urbain, puis au niveau forestier, c'était moyen. Fait que là, je ne sais pas si c'était ça. Fait que de revenir là-dessus, là, s'il vous plaît. Oui, donc c'est sûr que les effets d'un milieu par rapport à la filtration, ce qu'on regardait, c'est dans une bande tampon autour, s'il vient filtrer certains types de polluants comme agricole ou urbain, il va sortir plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'intérêt, le milieu, là, mais pour ce qui est de la filtration, ce qu'on souhaite voir, c'est autour du milieu, quelle occupation du territoire, puis quelle va être sa contribution par rapport à la filtration. Donc, l'effet d'un marécage en milieu urbain versus aussi en milieu agricole versus un milieu forestier va être plus fort, l'effet de filtration en milieu urbain. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'intérêt en milieu forestier, là, mais pour ce critère-là. Donc, peut-être, je ne sais pas si ça répond à la question, Olivier, ou d'autres voudraient préciser. Merci, Olivier. Excuse-moi, le micro vient d'ouvrir. Fait que finalement, il y a plus de polluants en milieu urbain, donc versus le milieu forestier, donc le milieu humide vient. C'est effectivement ce qui est présumé, sans l'avoir quantifié. C'est ce qui est présumé là, pour arriver à ces critères-là. Encore une fois, c'est des critères géomatiques là, basés sur des suppositions, donc qui servent à mieux illustrer là, le pouvoir filtrant là, de certains milieux humides sur le territoire. Mais c'est pas la complète réalité. Donc, je ne peux pas affirmer qu'il va filtrer 200 microgrammes à l'heure de tel type de polluant, mais au moins, on peut venir affirmer qu'il y a un effet filtrant qui va être plus intéressant. On parle de métaux lourds, c'est là où on n'est pas venu raffiner. C'est là où ça demande certainement un peu plus, une approche beaucoup plus terrain, là, mais on a pris ça au sens large, donc c'est vraiment plutôt macro, mais encore une fois, c'est un indicateur et non pas la mesure qui a été prise elle-même sur le terrain. Avec le nombre de complexes de milieux humides, il y a toujours une validation à faire là, par après quel type de filtration il peut faire. Ça, c'est une autre question. Là, nous autres, on souhaitait regarder le territoire dans son ensemble.
vais y aller avec la prochaine question qui vient de Jacinthe. Est-ce que vous croyez que les critères de priorisation pourraient être utilisés pour les sites visés pour la restauration? Je peux y aller. Philippe, tu compléteras ou d'autres. J'ai l'impression que oui, parce que ça va nous aider à cibler des secteurs. Je pense que c'est une combinaison d'informations. On a de la priorisation à une échelle estrienne qui est basée sur la biodiversité. Philippe a présenté différents critères qui touchent plus au rôle, aux fonctions des milieux humides. Puis à ça, on va devoir ajouter les contraintes, les enjeux qu'on va retrouver, les préoccupations qu'il va y avoir à l'échelle de différents bassins versants. Donc, c'est l'addition de l'ensemble de ces informations-là qui va nous amener à faire des choix, que ce soit des choix en termes de restauration, que ce soit des choix en termes de préservation ou d'utilisation durable. On est à l'heure actuelle à avoir travaillé sur la base de données, les outils d'aide pour décider. Puis là, dans l'ensemble des territoires, on essaie à l'heure actuelle de documenter nos enjeux, nos préoccupations, etc. Puis c'est tout ça, c'est l'ensemble de ce portrait-là qui va nous amener à faire des choix. Donc oui, ça peut être un intrant qui est utilisé, mais ça ne sera pas le seul non plus. Là. Je ne sais pas si des collègues veulent ajouter autre chose ou si ça semble complet. Je vais y aller avec la prochaine question qui vient de Frédéric de l'OBV Bémisquois. Considérant que peu de milieux humides semblent contribuer à la recharge en eau souterraine, est-ce que les zones de recharge préférentielles localisées dans les PACES seront intégrées comme sites prioritaires dans les PRMHH, surtout considérant le manque d'eau important cette année? Je vais y aller. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un excellent commentaire. C'est certain que la connaissance sur les eaux souterraines puis l'intégration de ces critères-là, c'est un souhait au départ là, de considérer les eaux souterraines. Nécessairement, il faut y aller avec les données existantes. Ce qu'on possède comme connaissance était plutôt faible. Ça va aller en s'améliorant. Puis, on sait qu'il y a un exercice, là, PACES, là, pour ce qui est de l'acronyme, qui est en train de se faire sur l'ensemble du territoire. Il y a une partie du territoire qui a été couverte, entre autres, là, dans notre MRC, la MRC des sources, mais oui, c'est un commentaire tout à fait pertinent pour raffiner ces critères-là. Nécessairement, là, on vous présente les résultats sur la base de ce qu'on vous avait présenté au deuxième atelier. Encore une fois, c'est vraiment pas la fin de l'exercice. Puis, d'aller chercher, raffiner cette connaissance-là, c'est tout à fait important. Surtout, comme tu l'as mentionné, cet été, on a connu certains problèmes au niveau des eaux souterraines, puis aussi des étiages et ainsi de suite. Donc, tout ça va devoir être repris. Donc, c'est un excellent commentaire qui va servir donc à raffiner la base de données puis la compréhension qu'on a, entre autres, sur les eaux souterraines. Mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est ce qu'on vous a présenté. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va y faire après coup? Ça va dépendre aussi de d'autres connaissances qui vont entrer, là, qu'on va certainement prendre en ligne de compte. C'est ce que je peux répondre. Je ne sais pas si ça répond à cette volonté-là, mais nécessairement, je pense qu'il y a d'autres MRC qui ont entendu ce commentaire-là. Je suis certain qu'on va pouvoir trouver un moyen de raffiner cette connaissance-là. Une question de Manon Ayotte. Puis, je demanderai peut-être à Manon de préciser. L'exemple de la Watopeka qui a été utilisé tout à l'heure, le milieu humide, là, Philippe, que tu nous parlais tantôt, le complexe là, dans le secteur de la Watopeka. Aucune notion sur les usages en intrants. C'est un massif de forêt appartenant en grande partie à un grand propriétaire privé, beaucoup d'activités d'aménagement forestier et reste de forte neutralité. Ainsi, l'historique forestier ne nuit pas à la neutralité ou aux autres critères. J'ai de la misère à saisir la question, je vais vous avouer. Manon, si tu veux prendre le micro pour préciser. Oui, Philippe, en fait, c'est pas neutralité, mais naturalité, mais je trouvais ça super intéressant de constater que le propriétaire privé qui est là, qui fait des aménagements constants année après année, semble pas nuire du tout à la naturalité. Donc, ça reste une forêt en soi avec tous les avantages que procure le massif forestier. Tu confirmes ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis encore là, on va pouvoir en discuter aujourd'hui par rapport à l'utilisation durable des
des milieux humides. Donc, ça met bien la table, là, Manon, ce genre de discussion-là. Donc, sinon, en fait, c'était pas tant une question qu'un commentaire, mais c'est un commentaire pertinent qui met bien la table pour l'autre partie de la rencontre. Merci, Philippe. Je voulais vraiment que tu me confirmes que il n'y avait aucune notion d'usage. Là, vous n'avez pas relevé les historiques d'aménagement ou autre quand vous avez fait l'analyse préliminaire. Non, effectivement, on n'a pas été jusque-là. Donc, encore une fois, c'est des critères plutôt macro. Pourront se rajouter au niveau local si c'est souhaité de mieux comprendre certains détails. Mais encore là, avoir de façon uniforme la connaissance sur où sont les travaux forestiers ou tout autre usage, ça devenait assez complexe, là. On souhaitait rester sur un outil qui était régional. Donc, on a pris nécessairement des critères qui étaient plus macro, mais qui nous permettent quand même de mieux comprendre les fonctions écologiques. La suite, là, toutes les forces, en fait, les menaces ou les opportunités, ça va continuer dans les autres étapes au niveau local. Peut-être même aussi pourront venir raffiner certains critères, certaines compréhensions, si c'est un enjeu pour la MRC. Donc, pourrait s'ajouter d'autres éléments qui viennent raffiner la compréhension. Mais à l'échelle de l'Estrie, on souhaitait demeurer sur des critères plus généraux, là. Merci. Merci, Manon. Juste quelques minutes pour les questions. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui pourront, comme Philippe y a fait allusion, là, être abordées là, dans les échanges après spécifiques là, dans les différents thèmes. Là. On aurait peut-être le temps d'une question ou deux encore, là, selon la longueur de la réponse. Je vais y aller avec la question de Lise Gaud de l'UPA parce que je pense que c'est important aussi là, parce que c'est un peu le cœur de la présentation aujourd'hui. Lise semble encore avoir un peu de difficulté à distinguer la démarche de priorisation qui a été présentée par Mélanie puis celle présentée par Philippe. Donc, la présentation de Philippe, c'était un exemple local. Donc, oui, mais peut-être que Mélanie et Philippe peuvent rapporter peut-être une petite précision à cet effet-là. Je pourrais commencer, Mélanie, ça va? Donc, c'est toute l'approche de filtre grossier, filtre fin qu'on vous a présenté. Donc, on souhaitait avoir, pour l'échelle de l'Estrie, une priorisation des milieux humides d'intérêt pour ce qui était de leur écologie, en fait, en termes d'habitat, sur les connaissances plus terrain, plus pointues qu'on a sur nos milieux humides, ce qui était l'outil présenté par Mélanie. Le filtre grossier, c'est celui de, encore une fois, on n'a pas fait des inventaires sur tous nos milieux, puis il n'y a personne ici qui aurait suffisamment de temps et d'argent pour aller faire cet effort-là dans un dépôt d'un plan régional en juin 2022. Donc, il faut se baser sur des connaissances plus macro qu'on a sur le territoire pour venir aller capter certains critères qui nous permettraient de raffiner les fonctions. Mais encore là, tout ça, c'est juste, à la limite, c'est juste des chiffres et des couleurs. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on va pouvoir raffiner ces choses-là en mettant en relation aussi toutes les opportunités, les menaces pour venir vraiment prendre une décision finale avec ces milieux-là ou des engagements de conservation. Donc, je ne sais pas si ça clarifie, Mélanie, tu pourrais compléter. Oui, je pense que ça clarifie. Puis je vais juste faire un pouce sur la question qui suivait. Dans le fond, c'est que les outils c'est deux niveaux, dans le fond, d'information. La priorisation à l'échelle estrienne, ça nous permet aussi on a l'obligation de prendre en compte l'amont, l'aval, les limites de bassin versant, beaucoup plus que les limites administratives. Donc, ça nous donne aussi un outil pour qu'on ait une uniformité, je dirais, là, à une échelle estrienne, puis de pouvoir s'entendre aussi sur ce qui est les milieux humides d'intérêt estrien. Donc, quand on va se retrouver avec des milieux humides qui sont à cheval sur des limites administratives, des limites de MRC, etc., on va pouvoir considérer le milieu dans son entièreté. Je pense que c'est là aussi où il y a une distinction entre le régional et le local à l'échelle des MRC. Puis pour ce qui est de la priorisation plus locale, c'est là où on va pouvoir utiliser tous les critères qui ont été, que Philippe a expliqués, puis qu'on va pouvoir venir les combiner aux enjeux qu'on a là. Donc, un ne va pas à l'encontre de l'autre. Je dirais que c'est complémentaire dans l'approche. Alors, est-ce que c'est le tour des questions? Il restait-tu une question? Là? Il en restait une. Je ne sais pas, c'est toi le maître du temps. Donc,
C'est par rapport à, si je ne m'abuse, l'échelle régionale et l'échelle locale. C'est bien ça, c'est cette question-là. Alors, je pensais peut-être que même, dans le fond, Philippe, dans l'introduction des ateliers qui s'en vient, je pense que tu retournais un petit peu là-dessus, là. Ça se peut-tu? Ou tu veux le faire par l'occasion? Non, c'est la question de Stéphane Tanguay. Donc, je vais y aller, je vais l'aller. Est-ce qu'il est pertinent de prioriser plus fortement un milieu humide, aussi fortement des milieux humides qui sont déjà au cœur d'aires protégées puisqu'ils sont déjà protégés? Je pense que l'important, c'est de reconnaître le rôle de ces milieux-là dans les aires protégées. C'est sûr que les plans régionaux des milieux humides ne s'attardent pas aux terres publiques. Par contre, au niveau des terres privées, on voit, là, il y a déjà des statuts de conservation, des réserves naturelles qui existent. C'est aussi de venir appuyer d'une façon régionale, dans le fond, la conservation qui se fait déjà dans ces secteurs-là. Donc, c'est juste une indication, dans le fond, de l'importance ou de la priorité de ces milieux-là. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais c'est un critère qu'on a pris en considération à l'échelle estrienne. Bon. Écoutez, on serait pile poil sur le temps là, pour les questions et l'explication de l'atelier qui va y avoir lieu après la pause. Donc, on va faire l'introduction justement du travail qu'on va faire ensemble. On va vous offrir de faire un choix tout de suite. Et puis, quand on va revenir de la pause, on va être prêt à se diriger dans nos espaces collaboratifs. Mais pour l'instant, je vais passer la parole à Philippe pour introduire l'activité. Oui. Juste un instant, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, atelier interactif. Donc, on l'a déjà abordé avec la question de Manon. Donc, un atelier interactif sur les différentes stratégies de conservation que les MRC pourraient prendre. Encore là, ce qu'on veut, c'est vous entendre sur ces éléments-là. Donc, comme on vous a dit, on va se rendre après ça. Chacune de nos MRC va reprendre toutes ces bases de données-là, va toutes rebrasser les chiffres, les couleurs, puis pour se déterminer des différentes stratégies de conservation pour atteindre l'objectif de zéro perte nette. Un objectif, encore une fois, qui n'est pas juste un objectif pour les MRC, mais qui est un objectif pour tout le monde. Donc, ce n'est pas le plan uniquement des MRC, c'est le plan de tous. Donc, on souhaite discuter avec vous de ces différentes stratégies de conservation. Puis, encore là, le mot conservation, on le prend au sens large. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vous entendre sur les suites, là, vos attentes pour la suite de la démarche au niveau local. Qu'est-ce qui devrait guider les MRC pour l'élaboration des plans d'action, puis comment utiliser là, ces différentes données-là. Donc, on s'entend conservation, ça peut être une protection intégrale, donc ça peut être aussi la restauration, la création de milieux humides, il y a l'utilisation durable aussi des milieux, donc toutes sortes d'outils là, qui sont dans la palette des possibles des MRC et aussi des organisations sur le territoire, donc différents axes d'intervention, donc comment planifier le territoire, il y a des axes réglementaires, il y a l'acquisition de connaissances aussi qui pourrait se faire, la communication aussi, l'éducation, sensibilisation, tout ça fait partie des stratégies, là, des différentes actions qui peuvent être portées dans les plans plus locaux. Donc, c'est les grandes questions qu'on souhaite là, vous aborder avec vous. Donc, ensuite, il va y avoir un partage là, dans les différentes salles. Là, donc, dépendamment de votre intérêt de discuter des éléments plutôt de protection, comment aborder les éléments de protection, quelles actions, quel axe on pourrait prendre. Il va y avoir aussi l'autre atelier sur la restauration-création. Puis l'autre sur qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour favoriser une utilisation durable qui conserverait les fonctions hydrologiques des milieux humides et hydriques. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on veut vous entendre dans les différents ateliers. Donc, Donald, je te laisse expliquer pour la suite comment ça va fonctionner concrètement dans les salles de discussion.
Le mot de la fin, on s'était ajusté un petit peu, on finit un petit peu plus serré qu'on avait, mais c'était bien d'avoir le lousse qu'on avait. Ça fait que, est-ce que Philippe, tu veux faire un mot de la fin, puis après, je boucle la chose? Ça me fait plaisir. Dans le fond, comme j'ai commencé, je vais terminer aussi sur un gros merci d'avoir été présent. C'est sûr qu'on aurait beaucoup aimé, là, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, tous vous voir dans une grande salle, là. Mais on comprend que dans la situation actuelle, il fallait le faire avec les outils, encore une fois, technologiques. Mais pour les démarches locales, là, ce qu'on veut vraiment vous faire, c'est un appel à la mobilisation. Les plans régionaux que toutes les MRC vont rédiger, il ne faut pas le voir comme étant leur plan à eux uniquement, puis que la mise en œuvre soit uniquement de la part de la MRC. Si le gouvernement du Québec a souhaité que les MRC, en fait, que l'aménagement du territoire se préoccupe et prenne en compte les milieux humides, c'est qu'il souhaitait qu'il y ait un changement général en termes d'aménagement du territoire, puis que toutes les parties prenantes là, considèrent les milieux humides. Ça passe nécessairement par les schémas d'aménagement, c'est certain, mais il reste qu'une bonne part de l'autorisation d'intervention ou autre en milieu humide demeure dans les mains du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement, pour le nommer. Puis c'est une volonté que là, qu'on fasse cette réflexion-là, tout le monde ensemble, collectivement, pour nos territoires après ça. Donc, c'est un appel à la mobilisation parce que ce qu'on souhaitait tous, c'est après ça que vous participiez dans les démarches locales pour préciser les différents niveaux d'intervention, comment est-ce que ça pourrait se faire en stratégie. Mais le zéro perte nette, c'est pas juste à la MRC de le mettre en œuvre, c'est à tout le monde. Donc, si c'est une volonté nationale, il faut que toute partie prenante, tout ministère confondu, on considère l'objectif d'atteinte de zéro perte nette dans nos milieux. Donc, il faut penser différemment les milieux humides et hydriques. Puis, il faut qu'on mette chacun certains efforts, même financiers, le partenariat qui pourrait se créer, dépendamment des opportunités sur le territoire, puis qu'on ouvre les discussions avec le monde forestier, agricole, même le développement économique, puis qu'on considère une fois pour toutes les milieux humides comme étant d'importance. On l'a vu là, cet été, l'eau, c'est quelque chose qui manquait. Ça va revenir. Peut-être que l'année prochaine, il va en avoir plus, mais il ne faut pas oublier que les changements climatiques sont là, sont en cours, que l'eau est importante pour tous, puis qu'il va falloir faire autrement. Donc, c'est un élément qui va revenir. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas qu'au MRC, c'est à tout le monde là, de prendre en charge. Donc, les milieux humides par rapport au manque d'eau, puis des problématiques que les cours d'eau vivent, c'est pas... c'est la même chose. Là. On parle du même élément. Ce n'est pas deux enjeux différents. On sait, la science nous le dit, là, les milieux humides ont une importance par rapport à l'apport d'eau global sur un territoire. Donc, c'est un appel à la mobilisation. Je ne sais pas si d'autres souhaiteraient compléter mon commentaire, mais pour le reste, on souhaite quand même que vous vous impliquiez dans les démarches locales, puis de cesser de juste considérer par silo ce qui se passe avec les milieux humides et hydriques, mais que maintenant, on ouvre là, la discussion pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces milieux-là, puis que chacun mette dans le plan d'action que les MRC vont rédiger, mais que chacun se positionne dans des engagements, pas uniquement les MRC, mais que toutes les organisations et ministères se mettent aussi dans ce plan d'action-là. Donc, voilà, Donald, je te laisse peut-être le mot de la fin technique. Oui, le mot de la fin technique. Merci, Philippe. Donc, écoutez, on n'a pas le temps à ce point-ci là, de revenir sur ce que chacun des ateliers a fait, mais sachez que les contributions que vous avez apportées là-dessus vont justement décaler, comme l'a dit, vont se rendre jusqu'aux démarches locales. Écoutez, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça fait que, merci à toute l'équipe qui a organisé ça. Il y a une belle gang là, de comités d'organisation, de concertation qui a travaillé fort derrière la scène. Merci à chacun d'entre vous. Et au nom de tout le monde, je pense que je peux, et de ma collègue André, je peux vous souhaiter une bonne continuation pour la démarche, du beau travail collectif, là, puis pour que ça puisse servir la communauté et nos environnements. Merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas, la carte est ouverte quelques instants et au plaisir que vous vous recroisiez sur le terrain proche dans chacune de vos localités. À la prochaine.